Bienvenue dans ce nouveau Face aux électeurs. Les quotidiens du groupe EDRA sont engagés dans la campagne présidentielle en traitant les questions de fond et en faisant vivre le débat à travers un dispositif exceptionnel basé sur un panel de grands témoins issus de toute la partie est de la France. Aujourd'hui, parmi nous, 6 d'entre eux, José, Ingrid, Maxime, Hicham, Delphine et Jean-Luc sont avec nous pour interviewer Jean-Luc Mélenchon, le candidat de l'Union populaire. Pendant 1h30, vous allez pouvoir poser toutes les questions qui vous tiennent à cœur sur les sujets du quotidien. Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avant de passer la parole à nos grands témoins, une question d'actualité au sujet de la guerre en Ukraine. Des négociations sont en cours. Quelles sont les conditions d'une paix équitable ? La première de ces conditions, c'est que les Russes sortent d'Ukraine. Parce que la catastrophe, je pèse mes mots de départ, c'est qu'ils soient entrés en Ukraine. Donc en violant une frontière, et donc en rétablissant sur le vieux continent une logique qu'on croyait appartenir au XIXe siècle. Ou disons au XXe, pardon, qu'est-ce que j'ai dit ? J'en ai oublié une quand même fameuse de gens qui passaient les frontières, c'est pas les premiers. Mais on pensait qu'on avait tout ça derrière nous. Et puis, donc ça, c'est la première condition. Ça va donc avec le cessez-le-feu. Ensuite, il faut une paix durable. Donc il y a deux choses à immédiatement pourvoir. Un, les dégâts, parce que les Russes ont quand même tout cassé. Il va falloir reconstruire et sécuriser. Nous autres Français, nous sommes directement concernés par la sécurisation des centrales nucléaires ukrainiennes. D'ailleurs, je propose que dès maintenant, on puisse y détacher des casques bleus sous commandement de l'ONU. Et je disais que si je suis élu dans un mois, je proposerai les Français pour aller faire casque bleu là-bas. Parce que c'est terrifiant de penser qu'il y a le sarcophage de Tchernobyl qui est là-bas, plus tous ces réacteurs. Donc, vu le sens de tourne de la Terre et du vent, c'est pour nous, quoi. Donc il y a ça, plus évidemment le danger de voir la mer Méditerranée polluée, puisque tout ça est connecté. Les gens ne savent pas souvent qu'on est riverain de Sochi et de tout ça. Ça, c'est le point de départ. Et puis après, il faut aborder les questions qui fâchent. Et il y en a pas mal, qui sont liées aux frontières. Alors, tout vient du point de départ, c'est que, pour la première fois dans l'histoire moderne, je dis moderne pour dire le XXe siècle, un empire s'effondre et on ne discute pas de la suite. Ça avait été le cas après la Première Guerre mondiale, ça a été le cas après la Deuxième Guerre mondiale, les frontières ont été discutées. Et là, l'empire soviétique s'est effondré, et on n'a jamais discuté. Donc on se trouve héritier de décisions qui ont été prises par le bureau politique du Parti communiste de l'URSS pour des besoins qui étaient propres au mouvement communiste à cette époque, comme par exemple rattacher la Crimée à l'Ukraine. C'est Khrouchtchev qui a décidé ça tout seul. Ou des régions qu'on attribuait, par exemple, la région du Donbass a été attribuée à l'Ukraine de manière à ce qu'elle ait une sorte de poumon industriel. Bref. Encore là, c'est des décisions. Il y a d'autres endroits, ça s'est fait à la va comme je te pousse. Donc il reste plein de litiges. Il en reste en Géorgie, il en reste là, bien sûr, en Ukraine, au sud de l'Ukraine, au-dessus de la Transnistrie, je crois que ça s'appelle, à cet endroit-là, qui, eux, veulent être attachés à la Russie, enfin bref. Et puis, moi, j'ai fait le compte, il y a 14 conflits de frontières sur le vieux continent. Et une partie est dans les anciens pays de l'Est, mais pas que, parce qu'il y a des questions qu'on a cachées sous le tapis en se disant passons à la suite, on en parlera une autre fois. Mais enfin, il n'y a pas longtemps, il y a eu toute une histoire avec la Catalogne espagnole indépendante. À quoi les Européens avaient dit si vous êtes indépendant, on ne vous prend pas. Peut-être bien, mais ça ne peut pas être une réponse, ça. Même problème avec l'Écosse. Donc nous avons beaucoup. Il vaudrait mieux qu'on ait une conférence extraordinaire sur les frontières, maintenant avec tous ceux qui ont des problèmes, et qu'on mette au point une méthode, la même pour tout le monde. Sinon, on se retrouve avec l'OTAN qui intervient en Yougoslavie, si vous vous en souvenez. On a bombardé copieusement les Serbes. On a créé un État, paraît-il, le Kosovo. Maintenant, ça recommence à l'autre bout. Jusqu'où et jusqu'à quand ? Donc moi, je crains beaucoup une situation que personne ne maîtrise. D'autant que, pardon, je suis un peu long, mais c'est des choses fines. Vous comprenez, M. Poutine, l'ampleur du crime, il faut qu'on le comprenne. C'est qu'il applique une stratégie politique et militaire à laquelle nous n'avons pas de réponse. C'est la stratégie du fou au fort. C'est-à-dire, il envahit, il est une puissance nucléaire, puis il dit alors, venez me chercher, tout le monde dit on se calme, parce que tout le monde est nucléarisé. Donc la stratégie du fou au fort, elle a été appliquée une fois, maintenant ça modifie complètement toute notre vision du monde. Et nous autres Français, avant les autres. Pourquoi ? Parce que toute notre stratégie de défense repose sur la dissuasion nucléaire.
normalement, si nous aimions les Ukrainiens autant que nous le disons, normalement, on devrait les considérer comme de nos intérêts vitaux, on aurait dû frapper. On ne l'a pas fait, heureusement, hein. Je ne demande pas qu'on fasse. Mais c'est pour vous dire qu'on a là une impasse stratégique. Il faut réfléchir à ces problèmes pour que nous, Français, au moins nous, parce que moi je me sens responsable de ça, nous soyons à l'abri. Donc ça, c'est le troisième élément. Et donc, dans le cas précis du rapport Ukraine-Russie, je pense qu'on en viendra assez rapidement à la question de la neutralité de l'Ukraine. Parce que ça avait déjà été voté en 1991, il faut reconnaître que les Ukrainiens ont tenu parole sur un point important, qui était le fait que tout ce qui était armement nucléaire qui était stocké en Ukraine, a été déblayé de là. Mais maintenant, les Russes se sentent menacés. Sans doute faudra-t-il que des deux côtés, on abaisse la menace. Côté ouest, il faut démanteler les batteries antimissiles que nous avons installées en Pologne, et le président Hollande a eu absolument tort d'accepter ça. Et côté Est, en tout cas, si c'est moi qui m'en occupe, je leur mettrai l'addition tout de suite sur la table. Je leur dirai, les missiles de moyenne portée que vous avez 500 à 5000 km, vous les démontez, parce que c'est pour nous. Et qui est-ce qui est à 500 ou à 5000 ? C'est nous. Donc nous ne pouvons pas accepter ça. Et donc je pense qu'on aura à nouveau une discussion sur ce type de missile, parce que du temps de la guerre froide, ça devient un paradoxe, on était plus tranquille quand il y avait la guerre froide que maintenant. Il y avait eu un accord sur le sujet. Et les Russes, je crois, les premiers ont fait un tir depuis la mer Noire sur la Syrie. Du coup, les Américains ont dit, ah ben si c'est comme ça, il n'y a plus d'accord qui tiennent. Et nous voilà dans une situation... Voilà. Je termine en vous disant que pour ma part, j'ai au moins deux sujets que je mettrai sur la table comme conséquence de ce que j'ai vu dans cette situation. Premièrement, de nouveau à l'ONU, la discussion sur le désarmement mondial. Alors, il est évident que ce n'est pas nous qui allons commencer, on n'est pas les plus armés. Mais nous aurons aussi la question des armes bactériologiques, puisque vous savez qu'aujourd'hui, on parle des armes chimiques, qui sont en danger épouvantable. On a décidé ça en 1993, qu'il n'y aurait plus d'armes chimiques, mais personne n'accepte de se faire contrôler. 30 ans après, ni les Américains ni les Russes n'ont fini, ni même commencé de démanteler leur truc. Mais l'arme bactériologique, alors là, personne ne veut être contrôlé. Moi, je ne suis pas d'accord, je pense qu'il faut refaire l'alarme, il faut sonner le tocsin, dire, écoutez, ça va, on a vu une fois ce que vous êtes capable de faire, l'un ou l'autre, hein, ou là, c'est les Russes, pas question qu'on vous laisse stocker des armes bactériologiques chez l'un ou chez l'autre. Jean-Luc Mélenchon, à votre avis, la Crimée doit-elle rester russe ou revenir à l'Ukraine ? Alors, moi, je pense historiquement, mais vous savez, aujourd'hui, il faut se méfier de toute parole, parce que je ne vais pas prononcer une seule parole qui puisse aller tout compliquer, tout rendre... Bon, historiquement, la Crimée était russe, mais en attendant, politiquement, elle était ukrainienne. Donc, les Russes n'avaient pas à l'annexer. Mais quand on leur dit ça, ils nous disent, bah, vous n'êtes pas encombrés de tels prétextes pour créer l'État du Kosovo, qui n'existait pas, carrément. On l'a créé, et puis bon. Donc, je pense que ce n'est pas le moment. Mais naturellement que la question va être posée à la fin, il va bien falloir que quelqu'un décide. Je pense que le mieux, c'est les référendums sous contrôle international de l'ONU, que ce soit pour la Crimée, le Kosovo, ou partout où il y a un problème. Enfin, qu'on demande aux populations ce qu'elles veulent, au lieu d'en rester à des positions de rapport de force qui nous conduisent inéluctablement à la guerre. Le président Mitterrand avait dit le nationalisme, c'est la guerre. Notez bien qu'il avait dit le nationalisme, pas le patriotisme, hein. Aimer son pays, c'est une chose. Détester les autres, c'en est une autre. Ou bien les considérer comme de moindre qualité et de moindre importance. Donc je crois qu'il n'y a pas d'issue possible à la question de la Crimée, et peut-être du Donbass aussi, sans référendum. On avait un bon petit groupe là avec les Allemands, les Russes et les Ukrainiens, et il faudrait que peut-être tout ça redémarre. Mais là, ils sont en train de discuter. Je vous mets en garde, ne pas croire ce qui se dit tant que tout n'est pas réglé. Parce que chacun y va de son petit numéro pour intoxiquer la presse mondiale. Et là, en ce moment, quand les Russes disent on avance beaucoup, moi, j'en sais rien. Quand monsieur, et je ne m'y crois pas, et quand M. Zelensky dit on avance, bah, je suis obligé de dire il y a un problème, parce que la dernière fois qu'il a dit ça, c'était pour nous dire qu'il n'y avait pas de danger. Et moi, j'ai repris ce qu'a dit M. Zelensky à l'époque, je l'ai cru. D'autant que l'état-major militaire français disait la même chose. Il disait les Américains exagèrent, et tout ça. Bah, c'est quand même les Américains qui avaient raison, ce coup-là. Et ça, je m'en rappellerai. Hein. Jean-Luc Mélenchon, nous allons avancer parce qu'on a plein de thématiques et de questions de nos grands témoins. Alors, le premier thème abordé, c'est un thème central de cette campagne qui est la question du pouvoir d'achat. C'est Ingrid qui va vous poser cette question. Ingrid, est-ce que vous pouvez vous présenter avant de la poser à M. Mélenchon ? Bonjour. Bonjour. Donc, je m'appelle Ingrid, je viens de la Drôme. Je suis enseignante à Valence en collège REP. Voilà. Très bien. Donc, pour la première question, dans votre programme, vous proposez d'augmenter les salaires,
d'offrir un emploi stable à chacun, de rétablir une assurance chômage protectrice et de garantir une retraite digne. Mais dites-moi, dans quel chapeau de magicien trouvez-vous tout l'argent pour financer cela? Dans le chapeau, je vois tout ce que ça rapporte en économie. Parce que vous savez, l'esprit public est tellement déformé que les gens croient que ce qui se fait, c'est la norme, c'est la nature. Faire autrement coûterait forcément beaucoup plus cher. Si vous prenez l'exemple de la retraite, puisque vous l'avez évoqué, à 60 ans, quand on est passé de 60 à 62, ça a coûté 1,5 milliard par an. Si on passe de 62 à 65, ça coûtera, c'est pas moi qui le dis, c'est le truc qui s'occupe de ça, là, excusez-moi, les abréviations de toutes sortes, qui s'occupent, le corps, voilà. Alors eux, ils disent ça va coûter 4,5 milliards. Je vous jure que depuis que je fais campagne, pas une fois quelqu'un m'a dit, dites voir Mélenchon, qu'est-ce que vous comptez faire avec les 4,5 milliards qu'on va économiser? Alors, je prends ces exemples, hein. Je ne vais pas vous saouler avec la totalité des cas que je pourrais prendre comme ça, mais c'est pareil, par exemple, pour le coût de la prévention en matière de santé. Quand je parle de la malbouffe, qui pour moi est un sujet central, hein, central, méprisé, considéré comme secondaire par des tas de gens, mais comme on n'entend rien tant qu'on ne donne pas de chiffres, je rappelle que ça coûte 50 milliards par an à la sécurité sociale dans l'assurance maladie, tout ce que ça provoque, le diabète, l'obésité, etc. Alors, par rapport à l'ensemble des dépenses qu'il y a à engager, que vous avez évoquées, il y en a encore d'autres, hein, il faut se figurer un circuit économique complet et pas juste regarder la dépense à un endroit. Quand vous faites le total de tout ce qu'on va dépenser en plein pot, hein, genre à la fin du quinquennat, c'est 250 milliards. C'est beaucoup d'argent. Mais les 250 milliards, contrairement à une illusion que les gens ont, quand c'est l'État qui les prend, il ne les verse pas dans le sable. Hein. C'est de l'argent qui tourne, qui circule. Donc cet argent, il tourne, il donne des cotisations sociales, il bouche les trous, donc moins d'emprunt, donc moins de coûts d'emprunt. Il fait tourner le commerce parce que les gens qui ont les petites payes, je dis une petite paye jusqu'à 2000, 2500, c'est bon, c'est pas tout, ça fait pas vraiment une petite paye 2500, mais le revenu moyen, la paye moyenne d'un Français, le salaire médian c'est 1600 €. Le revenu moyen c'est 2000. Le revenu moyen on oublie, ça sert à rien, on met le milliardaire et le clochard dans la même boîte. Mais 1600 c'est la paye. Donc jusqu'à 1600 €, on fait quelques petites économies au début où ça va mieux, où il y a un peu plus de sous à la maison, et puis après on dépense tout. Donc tout va dans la consommation populaire. Et ça, c'est 53% de la production de notre pays. Donc, si vous voulez, ça sort d'un côté 250 milliards, tchouf, ça passe dans tous les tubes, et à la sortie, ça rapporte 267 milliards. Alors, vous pouvez dire, ah ben ça, c'est promesse de Mélenchon, vous avez calculé ça sur un coin de votre bar, là, avec vos potes. Non. On a pris un modèle, il y en a deux dans ce pays, qui sont défavorables les deux à nous. Le modèle de Bercy. Alors, dès qu'on parle d'impôts, ils tombent raides. Et le modèle Banque de France, c'est marrant, c'est l'inverse. C'est quand on parle de dette que ça les rend malades. Et le plus dur est la Banque de France. Donc moi, j'ai demandé qu'on prenne le plus dur. Pour qu'on voit. Bon, on pourrait parfaitement dire, bah, à la fin, ça se termine par un déficit. Qu'est-ce qu'on en a à faire si on vit mieux tous? Si nos gosses sont mieux éduqués, qu'on est mieux soignés, bah, la vie se débrouillera avec les déficits. Et non, en fait, ça rapporte. Donc, je vous le dis en tout calcul mathématique. Maintenant, j'ai assez d'expérience de la vie pour savoir qu'entre quelque chose que vous prévoyez et ce qui se réalise, il se passe souvent des choses qui ne sont pas prévues. Par exemple, personne n'avait prévu qu'il y aurait la Covid-19, qui a complètement effondré toutes les économies. Donc, moyennant des imprévus auxquels on ferait face, donc ce qu'il faut demander, c'est quel est l'état d'esprit. Donc, moi, mon état d'esprit, c'est une société qui est libérée de la dictature du marché. Je ne crois pas que le marché soit l'arbitre invisible capable de tout réguler. Je crois que il faut y mettre beaucoup de raison humaine, beaucoup de calculs, de planification, de réflexion, et pas toujours au poste de commande, combien ça va rapporter à quelques-uns. Donc, moyennant ça, je suis le partisan d'une économie mixte. Il y a un secteur public et il y a un secteur privé. Je ne propose pas tout nationaliser. C'est souvent la caricature qu'on fait des hommes comme moi. C'est pas mon cas. Je ne propose pas tout nationaliser. Mais les secteurs clés, oui. Le médicament, que pourrais-je dire, l'énergie. Bon, maintenant, tout le monde comprend pourquoi. Mais il y a encore 8 mois, je parlais de l'énergie, bon, je voyais bien que ça saoulait, quoi. On disait, bon, oui, d'accord. Non, ça a une importance concrète. Si on continue comme on est là, je termine là-dessus. C'est pas tout à fait votre question, pardon, mais pendant que j'y suis. Bon,
Si on continue à laisser les prix dériver sur l'essence et l'énergie, ce qu'il reste de réseau industriel dans notre pays menace de s'effondrer. Parce que c'est un réseau de production, des productions moyennes, et leur avantage comparatif, c'était le bon prix de l'énergie. Bon, c'est pour vous dire qu'on marche un peu sur le bord du toit pour beaucoup de sujets dans la vie du pays. Bon, il y a des sous à engager, par exemple, dans la médecine. Il faut à tout prix qu'on augmente le nombre de places en fac de médecine si on veut avoir des to-be à temps. Il faut qu'on change le cursus. Ceux que vous mettez là-dedans, vous ne pouvez pas leur dire « Allez, les petits, au boulot ». Bon, non, il faut aussi qu'ils aient une allocation d'études qui leur permette d'aller au bout. Sinon, vous n'avez jamais un enfant des milieux populaires qui va dans la nouvelle fac de médecine. C'est arrivé dans ma famille, l'école préparatoire, ça coûte trop cher. Bon, donc on a besoin de ça. On va faire des centres de santé, on aura donc des salariés. Mais est-ce que les gens réalisent où on en est? Non, ils ne réalisent pas. 13 départements sans gynécologue, ça vous dit quelque chose? 13 départements sans gynécologue. On va aborder cette question un petit peu plus tard, parce qu'Ingrid, ça répond à votre question, c'est bon? Excusez-moi, mais comme on a eu une question aussi sur la santé, voilà. On va aborder maintenant le thème de la sécurité et de la justice avec une question de Maxime de Colmar. Maxime, d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Alors bonjour Jean-Luc Mélenchon, je m'appelle Maxime Schreiber, donc je viens de Colmar en Alsace, comme ça a été précisé. Moi je suis jardinier à ma commune dans la fonction publique territoriale. Donc en étudiant vos mesures dans le domaine de la justice, j'ai ressenti qu'elles reposaient toutes sur un présupposé que la justice sociale pour tous suffirait à faire régner l'ordre. En tout cas, améliorerait grandement le truc. Et pensez-vous que ça suffira face à la violence de la société actuelle, dont pas mal de candidats se font mousser Oui, alors bon, j'ai pas la naïveté de croire que le bonheur suffirait à évacuer dans l'être humain la dose de violence qu'il porte. Alors, je fais attention à ce que je dis, parce que il y a quelques années de ça, je me rappelle avoir beaucoup protesté contre un texte qui prétendait qu'il y avait une part d'ombre dans les êtres humains. Je ne crois pas qu'il y ait une part d'ombre, mais quand toute une société est organisée sur la mise en compétition de tout le monde avec tout le monde, on peut s'attendre à ce que ça tourne mal. Et puis après, vous avez aussi d'autres problèmes qui sont directement de la responsabilité personnelle. La société a des responsabilités, mais l'être humain a une responsabilité de lui-même. Donc il ne s'agit pas de dire que, par exemple, tout agresseur est une pauvre victime de la société, parce que c'est pas vrai, hein. Donc une fois qu'on a mis ça de côté, qui devrait quand même permettre de se comprendre quand on est de bonne foi, bon, après, non. Bien sûr qu'il faut essayer de faire baisser partout le niveau des tensions sociales directes ou indirectes. La tension sociale directe, c'est la jalousie, l'envie, et on vous excite. Hein, on dit « Ah, comment? Tu n'as pas la belle voiture ?» ou « Ah, qu'est-ce qui se passe? T'es logé là ?» Bon, c'est pas fameux. Donc, les gens qui construisent leur vie, ils sont sensibles aussi à tout ça. Et puis, il y a tous les échecs qu'on a laissé passer. Puis on n'est pas gentil non plus. Hein. Regardez un gamin qui est en retard scolaire. Bon, quand j'étais ministre, je me suis occupé de ça. Je voulais arriver à comprendre pourquoi il y avait de la violence à l'école. Ça, j'acceptais pas. Eh ben, j'ai croisé. Eh ben, garçon en retard scolaire égale violence. Pourquoi? Parce que le gars, il est dans la classe. Il se construit comme un jeune adulte, vers 16-17 ans. Il se construit donc pas vis-à-vis de ses petits camarades qui ont 14 ou 13 ans. Donc, il est en relation avec le prof et en compétition avec lui. Donc, ça vous donne, pas tout le temps, heureusement pour les profs et pour nous tous, mais ça vous donne comme ça des saillies de violence. À l'époque, j'avais eu à traiter d'un élève qui avait poignardé sa prof dans un lycée professionnel à Étampes, vous imaginez. Donc là, il n'y a pas de grands discours qui tiennent. Hein. C'est bien lui qui l'a fait, c'est bien cette pauvre femme qui a pris le coup de couteau. Donc on était devant, il fallait que nous, les adultes, les dirigeants, on comprenne pourquoi. Mais après, sa responsabilité, elle a été établie comme n'existant pas parce qu'il n'était plus là. Mais alors, enfin, qui l'avait laissé là? Qui l'avait mis dans une salle de classe alors qu'il était dérangé? Donc, si vous voulez, le niveau de vigilance, c'est la deuxième couche de surveillance. Première couche, on tâche de mieux vivre. Deuxième couche, on fait attention à ce qu'on fait. Et on ne se débarrasse pas des problèmes. Genre, lui, il n'est pas bien clair, tant pis qu'il se débrouille. Ah non. Non, parce que sinon, vous allez vous retrouver à l'avoir sur les bras. Donc, la prise en compte des plus désarmés, des plus perdus, des plus perchés. Et puis après, il y a aussi la répression. Donc, il y a la prévention, la répression et la réparation. Moi, je suis pour qu'on aborde ça dans cet ordre-là et calme. C'est-à-dire sans commencer à affoler tout le monde tout le temps. Parce que vous savez, vous savez que j'ai un peu le goût de l'histoire, de la sociologie, tout ça. Puis je suis tellement vieux que j'ai eu le temps de lire. Hein. Les sociétés pas violentes, j'attends qu'on me les montre. Hein.
J'en connais une en Amérique latine où il paraît que pendant 500 ans, il n'y a pas eu de guerre. Mais j'y crois pas. Bon, les sociétés de non-violence, ça n'a jamais existé. Vous autres là-bas en Alsace, là, vous croyez que vous n'avez pas vu? J'ai lu dans les DNA qu'un jour, ils ont trouvé des jarres qui datent de moins 4000 ans, je crois. Et dedans, il y avait des bras, des jambes, des trucs comme ça. Ils avaient dû se taper sévère dans le coin. Et après, ils se démembraient. Bon, c'est comme ça. Alors, on dit, c'est la violence de groupe. Ben, ça vaut pas plus cher. Je dis pas ça pour dire que les Alsaciens sont violents. Hein. C'est juste pour vous dire que, en parlant de ça, ça me rappelle cet article des DNA. Et donc, oui, il faut qu'il y ait de la répression. Mais je suis pour que tout ça soit mesuré, réfléchi, avec l'intention d'apaiser, pas de profiter de la pagaille pour s'en faire un aliment. Alors faire peur à tout le monde tout le temps. Ah, celui-là, il a une drôle de couleur, l'autre, il a un drôle de prénom. Celui-là, il est drôle parce que justement, il n'est pas drôle. Bon, et on n'en finit plus de se faire peur. Bon, ça a toujours été un peu dur. Autrefois, beaucoup de crimes étaient cachés, notamment tous les crimes qui avaient lieu dans la famille et dans la périphérie de la famille. Ça se disait pas, ça se faisait pas. Les gens le gardaient. Donc on sait mieux, on sait plus, mais on ne peut pas imaginer une société où il n'y aurait ni police, ni répression, ni justice. Ça sur ce point-là, pas. Jean-Luc Mélenchon, il y a José. Je vais lui passer la parole parce que ça va vous permettre de continuer justement sur le volet répression. José, est-ce que vous pouvez vous présenter avant de prendre la parole, s'il vous plaît ? Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Donc oui, effectivement, vous abordez le sujet de la police et ça m'intéresse. J'ai lu au travers de votre programme Refonder une police républicaine que vous êtes très critique quant à notre police actuelle, qui, je rappelle, est aux ordres. Et donc, moi, ma question, c'était, c'est quoi vos vrais griefs par rapport à cette police? Et puis, est-ce qu'il y a une réalité à cette mauvaise police, ou est-ce que c'est simplement électoraliste en direction du mouvement des Gilets jaunes qui a beaucoup critiqué la police? On va faire un pari tous les deux. Vous allez admettre que je puisse m'intéresser à mon pays et proposer des solutions, et moi je vais admettre que votre question est de bonne foi. Comme ça va faciliter la discussion. Ben oui, parce que, si vous voulez, si vous partez de l'idée que parce que je suis candidat, je suis là pour caresser la tête de tout le monde, et si possible des pires, vous vous trompez sur le bonhomme. Parce que déjà, l'examen de ma vie vous montrerait le nombre de fois où j'ai tenu des positions où j'étais un peu seul. Hein. Je n'ai donc pas peur d'affronter une idée, y compris si elle est à rebrousse-poil. Bon, moi j'ai le goût de ça. Bon, il y a des gens, non, mais moi oui. Donc ça ne me dérange pas. Donc mon grief sur la police, monsieur, vous avez de l'âge comme moi. Donc vous avez connu pas mal de choses. Et vous savez ce qu'est un homme jeune. D'accord ? Un homme jeune, quand on le met en troupe, il a intérêt à avoir un bon encadrement. C'est une leçon aussi vieille que l'humanité. Par conséquent, j'en veux beaucoup à l'encadrement de la police. Pourquoi ? Parce que 32 personnes éborgnées, c'est un grand problème pour tout le monde. On ne peut pas accepter un corps aussi important, puisqu'ils exercent la violence légitime. Je pense que là-dessus, on sera d'accord tous les deux sur la formule, elle est un peu bizarre, mais la violence légitime, c'est celle de l'État, et elle transite à travers les militaires qui sont chargés de l'exercer contre l'ennemi, et deuxièmement, la police vis-à-vis de la population. Mais la population n'est pas l'ennemi. Donc elle doit être traitée avec respect. Ce sont des citoyens, les policiers aussi, mais c'est des citoyens auxquels on s'adresse. Le droit de manifester est un droit, je sais que ça peut énerver. En plus, moi, j'habite le long d'un parcours de manif. Alors, j'aime vous dire que j'ai le temps de me rendre compte des désagréments que ça peut infliger aux autres. Hein. Bon, et puis de voir passer à peu près tout. Mais c'est pour dire, c'est un droit constitutionnel. Donc, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on traite ce droit avec des nassages. Faut les voir une fois à l'œuvre. Ils sont armés comme des Robocop. Vous savez comme moi comment ça se passe. Si jamais l'encadrement tient pas bon, et dit au gars, bon, vous attendez les ordres pour ceci et cela. Bon, ça va mal tourner, on le sait. Un gars qui se prend des pierres, de la peinture, parce que les manifestants sont pas toujours sympas. Hein. Je suis pas en train de vous dire que c'est là tous les petits anges de la terre se réunissent pour manifester. Mais c'est comme ça, c'est un métier, vous tenez bon. Alors, fermez, vous tenez votre bouclier, votre casque sur la tête, et puis vous attendez. Bon. 32 personnes qui ont eu le sang-froid de tirer dans la figure de quelqu'un. Je ne peux pas l'accepter. Et on me dit, oui, on a des brebis galeuses. Je suis parfaitement conscient du fait, mais là, on ne parle pas de brebis galeuses, on parle de quelqu'un qui est armé. Vous avez dit à l'instant une phrase qui montre votre état d'esprit que je partage, qui est de dire ils obéissent. Vous et moi, on pense qu'il y en a, ils doivent obéir. C'est leur boulot d'obéir. Bon, De Gaulle disait servir et obéir. Bah oui, c'est comme ça. Bon, tu veux pas faire ce boulot, tu peux pas obéir, t'en fais un autre. Mais si tu le fais, t'obéis, c'est tout. Alors, quelqu'un m'a dit une comparaison parce que je lui disais, bon, j'étais dans la situation inverse, j'essayais de calmer quelqu'un qui s'énervait beaucoup.
Et je lui dis, bon, il y a quand même des brebis galeuses, il faut en tenir compte. Je suis pas d'accord pour qu'il n'y ait aucun moyen de recours. L'IGPN, c'est une mauvaise blague. L'IGPN, c'est l'Inspection Générale de la Police Nationale. C'est des policiers qui s'occupent de ça. Non, il faut y mettre des sociologues, il faut y mettre évidemment des policiers, des gens qui savent ce que c'est que la tâche de maintien de l'ordre, pour être raisonnable. Mais donc je dis au gars, bon, c'est pas la peine non plus d'en faire toute une histoire. Je dis, il y a des brebis galeuses. Et le gars, il me dit, tu sais ce que tu es en train de faire? Supposons, je prends un billet d'avion. Je monte dans l'avion et on me dit, écoute, en général, les gars sont sympas, mais il arrive qu'il y en ait que ça amuse d'écraser l'avion à l'arrivée, ou qu'ils s'en foutent. Alors, qu'est-ce que tu dirais? Donc, évidemment, j'ai changé de registre. Hein, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on est arrivé à un tel état de tension, comme vous, moi, nous tous ici, nous sommes attachés à l'ordre. Aucun d'entre nous n'aime le désordre, le bazar, les batailles de rue, etc. Aucun d'entre nous. Moi, j'en connais pas. Hein. Même ceux qui sont les plus romantiques, révolutionnaires, ils veulent bien le bazar et tout, mais un peu plus loin que dans leur propre rue. Donc, je m'en tiens à ça. Nous voulons donc une police républicaine, c'est-à-dire où chaque homme, chaque femme se sent personnellement responsable de ce dont ils ont la charge, la République. Donc, ça veut dire le matériel, plus de matériel offensif, pour les manifs, c'est-à-dire ni flashball, rien de tout ça, pas de nassage. Partout où il n'y a rien de tout ça, ça se passe tranquille. Parce qu'à Paris, à chaque fois, c'est les batailles rangées. Comment ça se fait que c'est si rare en province? Est-ce qu'ils sont plus calmes? Non, c'est que ça se passe tranquillement. Ensuite, il y a la punition de ceux qui se sont rendus coupables de mauvais gestes. Ensuite, il y a le fait qu'il faut reprendre, en analysant pourquoi on en est arrivé là, formation insuffisante. On a trop réduit le temps de formation des policiers. Autrefois, c'était jusqu'à 2 ans. Maintenant, on est à peine à 6 mois. Bon, et dans certains cas, ça donne des résultats désastreux parce que dans tout ce qui est, vous voyez, la relation crime sexiste ou sexuel, c'est quasiment la double peine parce qu'il y a le crime et puis après, il faut passer au commissariat et quel que soit le... Bon, c'est pas la peine que je vous fasse l'article, ça se passe pas spécialement bien. Donc, il y a un besoin de formation. Enfin, de temps à autre, faut... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la vie, quoi. On remet à plat. On dit, ça, les gars, ça va pas du tout. Donc, on recommence tout, de la cave au grenier. Hein, et on repasse tout en revue, un par un. On arrête certaines pratiques policières parce qu'elles sont absurdes. Vous savez, je suis pour la légalisation du cannabis. Croyez pas, j'appartiens à une génération où il y a rien de... C'est pas évident du tout, figurez-vous, cette histoire. Même si mes plus jeunes camarades trouvent ça aussi normal que de boire un coup au bistrot, pas moi. Bon, il a fallu me convaincre. Mais on m'a convaincu avec un argument matériel. C'est des flics qui m'ont convaincu. Les policiers pour la libéralisation du cannabis. Alors j'ai dit, vous êtes spéciaux, vous? Et bien il me dit, mais nous, on est policiers. On n'a pas envie de faire ça. 60% des contacts physiques d'un policier, c'est à propos de cannabis. Et la femme qui est l'officier de police qui fait ça, elle me dit, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas fait policier pour faire ça. Je vais vous faire policier pour faire des enquêtes et tout ça. Bref, 5000 baqueux. Alors je sais, dès que je parle d'eux, mon vieux, ils sont tous collés au plafond. Comment vous ne comprenez pas ce que nous faisons? Écoutez, ça va, j'ai été élu de banlieue assez longtemps pour savoir ce que vous faites. Non, je ne suis pas d'accord. Donc on a besoin d'une police de proximité, tranquille, tranquille. Le mot d'ordre, c'est du calme. Du calme partout. Les tournées en bagnole en tapant avec la matraque sur la porte, non. 10 fois le contrôle sur les mêmes toute la journée, non. Calme. Et puis la police de proximité, ça marchait. On l'a dissous, c'est une erreur. La police judiciaire, on en a besoin. En tout cas, moi, si je préside le pays, j'ai besoin d'eux. Je vais vous dire pourquoi. Il y a 11 millions d'armes dans ce pays qui circulent. Il faut des armées. Deuxièmement, la drogue. Mais celle qui fait des flots de pognon. Hein. Troisièmement, la traite des êtres humains, c'est-à-dire la prostitution. Ces 3 fléaux, il faut les éradiquer. Parce qu'il faut comprendre que le crime, c'est comme les autres activités. Ça se construit en cascade. Donc si vous avez des gros voyous qui brassent beaucoup d'argent, vous avez des moyens voyous, des petits voyous, et puis dès qu'ils ne sont pas au courant, qui participent à un système. Peut-être que quelqu'un d'entre vous a observé ici ou là comment ça fonctionne le trafic de drogue. Hein. Vous avez les chauffeurs, ceux qui regardent, hein, et puis après vous avez ceux qui vendent. Bon, bref, c'est toute une organisation. Si vous prenez celui qui a un billet pour juste, comme ils disent, mater, hein, il ne se rend pas compte. Alors je ne l'excuse pas, hein, mais il ne se rend pas compte qu'il est un rouage, un pion dans un système de criminel. Hein. Voilà, moi c'est comme ça que je vois la police. Donc on rectifie les choses, morale républicaine partout, réorganiser tout, plus de police judiciaire, moins de bac, et tout ce que je viens de vous dire sur la formation des policiers. Bon, il y en a pour 1 an ou 2 à mettre de l'ordre là-dedans.
Au début, ça va protester, mais bon, c'est la vie. Hein. Si c'est moi qui gagne l'élection, ils s'y attendent. Merci. On va maintenant parler énergie avec une question de Maxime et une question qui fait débat dans la présidentielle, surtout après la guerre en Ukraine. Ah oui, ça là, je l'attends alors. Pas vous, monsieur, je ne vais pas se... Il n'y a pas de mal. Donc, vous voulez vous passer de l'énergie nucléaire. Donc, c'est un de nos seuls points de désaccord. Je pense que pour pouvoir supporter la consommation énergétique de nos sociétés, on en a besoin dans notre mix énergétique parce que ça ferait une base stable à notre fourniture, contrairement aux énergies renouvelables qui sont fluctuantes. Donc on va devoir faire collectivement de gros efforts pour réorganiser la société et pour en développer une plus sobre en consommation pour pouvoir tenir les engagements de la COP de Paris. Pour éviter que l'environnement ne soit pas trop bouleversé par le réchauffement climatique, parce qu'on sait que si le réchauffement climatique n'est pas maintenu en dessous des 2 degrés, on a des gros problèmes qui vont s'annoncer. C'est toute la stabilité de nos sociétés qui va être perturbée. Donc ne pensez-vous pas que le nucléaire pourrait être efficace au moins le temps de la transition? Alors bon, d'abord, j'apprécie que vous le situez sur un plan rationnel. Parce que le débat sur le nucléaire, il y a des fois, je dis ça va pas, quoi. Alors, tout devient une guerre de religion. Bon, moi, je suis pas contre le nucléaire parce que je sais pas quoi, j'aimerais pas ça. Et puis mes copains qui sont pour le nucléaire, j'ai des copains qui me disent c'est pas bon ce que tu proposes, un peu comme vous. Hein. C'est pas parce qu'ils sont complètement évaporés tout d'un coup le nucléaire leur plairait. C'est qu'ils pensent que c'est rationnellement la bonne solution. Alors, il y a au moins un point sur lequel je vais être d'accord avec vous. C'est dire, dans la période de transition, évidemment qu'il ne peut pas être question d'arrêter les centrales. Enfin, comment on ferait? Donc, il ne peut pas être question de dire, une centrale, ça met 5 heures à s'arrêter. Hein. Donc, on pourrait dire, si on était fou, on arrête tout, quick, on appuie, 5 heures après, il n'y a plus de nucléaire. Il n'y a plus d'électricité non plus. Hein. Bon. Donc, moi, je ne peux pas vouloir une folie pareille. Donc, il s'agit de gérer le passage d'un point A à un point B, c'est-à-dire du nucléaire partout à du nucléaire nulle part. Alors, la première question, c'est est-ce que c'est possible? Bon, celle-là, elle est vite réglée. Oui, c'est possible, les êtres humains inventent et nous avons, une capacité. Tant qu'on est à ce niveau d'instruction, hein, dans notre pays, on a les écoles d'ingénieurs, nos jeunes gens, ils savent faire tout ça. Bon. Par exemple, là, nous avons une éolienne offshore, la seule qu'on ait sur 1000 km de côte, tu vois un peu le tableau, en face de Saint-Nazaire. Ils en amènent d'autres, mais donc on sait faire. Il y a des progrès aussi à faire, hein, parce que c'est pas pur non plus, hein, cette activité. Les pales, on ne sait pas les démonter. Enfin, je veux dire, les matériaux qu'il y a là, on ne sait pas les récupérer. Ça demande beaucoup de matière. Ouais. Je vois que vous êtes, comme moi, là, vous excitez sur le sujet, parce que moi, j'ai regardé les détails. Ouais, alors bon, je ne veux pas non plus qu'on me raconte des histoires maintenant avec les énergies alternatives, comme on a raconté avant, parce que moi, j'étais pour le nucléaire, hein, il y a 30 ans. Je disais, mais qu'est-ce qui vous prend? Enfin, quel est le problème? C'est sûr. Maintenant, je suis revenu dessus, et puis beaucoup. D'abord parce que je me suis aperçu qu'on me mentait, même comme élu, quand j'ai voulu aller voir après Tchernobyl. Tchernobyl, ça m'a secoué. J'ai pas cru à leur histoire que le nuage s'arrêtait. Et bon, j'étais pro-nucléaire, donc je me dis, je pense que dans la vie, il faut s'interroger sur ces certitudes en béton, à intervalles réguliers. Donc moi, je me suis dit, je vais quand même aller voir. Je m'en vais voir la centrale de Nogent. Je peux vous dire que je suis reparti en courant, hein. Parce que j'ai réalisé le danger. Les gars qui sont là sont parfaits. Les filles font tous leur boulot bien. C'est pas ça qui est en cause. Mais c'est le risque. Je vais vous faire peur. Vous voyez où est la centrale de Nogent, hein? C'est en amont de Paris. S'il y a un problème avec la centrale, Paris, oubliez. Et puis, il y a 12 millions de personnes à déménager. Donc, c'est pas rien. Hein. Et la centrale, non, je vous fais pas peur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un problème d'avoir une centrale en amont de la capitale. Oui, mais il faut peser ce qu'on dit. Hein. C'est pas non plus la peine d'aller donner des mauvaises idées. Dans la vallée du Rhône, alors là, c'est encore pire, c'est en plein mélangé avec la chimie. Hein. Et puis, vous en avez comme ça éparpillé un peu partout. Le budget, les Suisses qui disent, non, mais vous voulez pas les mettre ça ailleurs, et ainsi de suite. Donc, on comprend. Et oui, il y a un risque. Le risque est accru avec une certaine perte de qualification. C'est-à-dire que faire traiter l'entretien des centrales par des boîtes privées qui traitent en cascade la sous-traitance, ça donne des résultats qui vont mal tourner un jour ou l'autre. Je vous donne un exemple. J'ai oublié le nom de cette centrale où ils ont dû enlever le couvercle. D'accord? Ils soulèvent le couvercle, c'est une opération compliquée, technique, c'est fascinant, hein, à regarder faire. Alors, ils soulèvent le couvercle, là, plouf, le couvercle tombe. Vous dites, comment c'est possible? Dans une centrale nucléaire, faites tomber le couvercle.
Mais c'est qui dirige une opération pareille? Ils ont trouvé 49 sous-traitants au pile comme ça. L'un avait pris le contrat, qu'il passait à l'autre, qu'il passait à l'autre, 49 en file. Donc par la force des choses, ça tourne mal. Donc vous voyez qu'on ne peut pas dissocier l'usage d'une technique des conditions sociales dans lesquelles on le fait. Moi je sais qu'on reconstruira un pôle de l'énergie déjà public. Hein, d'accord? Parce qu'il faut faire attention. Puis après, il y a les deux impasses. Moi, je vous les mets sur les genoux. Hein. Qu'est-ce que je fais des déchets? Il y en a pour des millions d'années. On ne sait pas où les foutre. Ceux qu'on a mis... regardez, là, il y a une très belle émission qui est passée hier soir sur Arte. Regardez ceux qu'on a mis dans le trou là-bas à Bure. Bon, c'est dans la zone de Hébras, ça. Hein. Bon, tout le monde est comme ça. Alors, c'est-à-dire que ceux qui sont loin, ils disent, mais bon, après tout, c'est peut-être sûr. Ben, t'as qu'à y aller. Bon, bien sûr que personne... C'est un problème. Et alors, le drame, moi j'en veux beaucoup à l'État pour ça. Il n'y a pas une équipe dans ce pays qui travaille, équipe de recherche fondamentale, hein, qui travaille sur le refroidissement des déchets. Je suis d'accord pour dire que c'est une question qui touche à l'intime de la matière. C'est le rayonnement. Il est possible que toute la réalité ne soit qu'un rayonnement. Donc je sais bien qu'on touche. Mais enfin, on a été capable d'inventer le CERN, on a été capable d'inventer des machines comme ça. Il y a quand même peut-être bien quelqu'un qui va finir par trouver comment on fait pour refroidir un déchet nucléaire, auquel cas on se revoit tous les deux, parce que le jour où on a trouvé la solution à ça, je pense qu'on aura déjà considérablement fait avancer le problème. 1, les déchets. 3, pardon, c'est vous qui avez commencé comme ça, avec l'Ukraine, et on me dit, ça change la situation. Ben oui, ça la change, c'est pire qu'avant. Parce que maintenant, tout le monde a compris que c'est un risque militaire. Donc, quelqu'un qui agresserait la France, il sait très bien quoi faire. Voilà, 2 coups au but et c'est fini. Nous ne savons pas faire des dômes. Les gens les plus balèzes pour ça, que sont les Israéliens, qui, pour les raisons qu'on connaît, ont poussé très avant toutes les techniques militaires pour faire des dômes de protection. Vous voyez, hein? Bon, on n'y arrive pas. On n'arrive pas, on ne sait pas faire des dômes qui ne laissent rien passer. Donc, moi, je vous dis, d'homme à homme, c'est en danger. Qu'est-ce que je fais? Si vous êtes jardinier, vous dites, bah, débrouille-toi, si t'as qu'à voulu être président. Donc trouve-moi une idée, puis je te dirai ce que j'en pense. Mais à l'inverse, je peux vous dire, écoutez, vous ne pouvez pas me demander de faire comme s'il n'y avait pas de problème. Je suis obligé de le traiter. Donc ma manière de le traiter, c'est de dire, on élimine le danger, on va le faire aussi vite qu'on peut, mais on l'élimine. C'est trop dangereux, c'est trop dangereux. Enfin, on n'est pas indépendant. Ça, c'est les histoires qui racontent sur l'indépendance. C'est pas vrai. Il faut aller chercher l'uranium au Niger. Vous avez vu la tête qu'ils font là-bas? Parce qu'on exploite ça n'importe comment, évidemment. Sinon, il faut aller voir le tyran là-bas en Kazakhstan. Comment il s'appelle? Pas Azerbaïdjan, je mélange tout. Kazakhstan. Kazakhstan, voilà. Celui-là, il est tellement fort, il nous tient tellement dans sa main, qu'il a obligé Hollande à se déguiser avec un chapeau. Vous vous rappelez peut-être de cette image terrifiante. Bon, bah ouais, bah, il avait l'air vraiment, moi jamais il fait mettre un truc pareil, hein. Mais bon, il l'a fait. Et je pense que s'il l'a fait, c'est qu'il y était en quelque sorte obligé. J'ai pris tous ces exemples, je réserve pour la fin votre argument que j'ai entendu. Vous m'avez dit c'est intermittent. Vous l'avez dit. Alors je vais vous dire, vous vous trompez, pardon de vous le dire, mais je vous le dis franchement, aujourd'hui, le nucléaire est aussi intermittent que l'énergie éolienne. Pourquoi? Et retour à la case départ, la crise climatique. Vous avez donc 2 régions. Primo, il fait trop chaud, donc on ne peut plus prendre la flotte pour refroidir le nucléaire. 40% des cours d'eau sont en eau basse. Là, normalement, nous avons déjà des départements entiers qui sont en détresse hydraulique. Donc la crise climatique, 1, elle est commencée, 2, elle est irréversible, 3, elle tape d'abord sur l'eau. Je vais en reparler à Toulouse, le caractère central de la crise de l'eau. Donc ils sont devenus intermittents. Là, vous avez la moitié des centrales qui sont à l'arrêt. Pendant le prochain mandat présidentiel, vous aurez à peu près 17 réacteurs qui auront dépassé les 40 ans. Moi, je vous demande 5 minutes de vous mettre 5 minutes à ma place. Pas seulement comme le gars qui pourrait se trouver sous le vent et se ramasser le résultat, mais vous êtes à ma place, c'est possible, hein, et c'est vous qu'on élit. Est-ce que vous dites, bah écoutez, oh, ça va s'arranger, ils vont se débrouiller? Non. Vous êtes obligé de vous dire, je ne peux pas accepter un risque pareil. D'autant que l'argent qu'il faut mettre pour remettre tout ça en état équivaut très largement à la somme dont on a besoin pour mettre en place un système alternatif. Et des fois, bah, faut admettre qu'on doit aller apprendre chez les autres. Donc on va aller regarder ce que font les Allemands. C'est pas moi qui vous dirai ça souvent, hein. Mais bon, là, ils ont réussi leur truc. Donc on va voir comment ils font. Et ça m'énerve parce que les Français, ils sont toujours pétaradants d'idées, puis après, ils font rien. Soult la forêt, ça vous dit quelque chose? C'est par chez vous, là-haut. Bah tiens, c'est dans l'Est. Là, il y a une magnifique centrale à la chaleur du sol, là. Voilà. Formidable. Les Français étaient partis de l'idée qu'on allait chercher, mais cette fois-ci, on allait creuser profond. Alors, je m'intéresse beaucoup aux questions techniques, donc je suis allé voir. D'accord. Mais alors, ils sont pas mal. Ils ont fait un trou, ils devaient descendre à 5 km.
Il n'y a qu'un trou qui est comme ça, c'est en Australie. Donc on fait un trou, et à moins 3005, qu'est-ce qu'ils trouvent? De l'eau chaude. Donc on arrête tout, et on remonte l'eau chaude. Eh bien on est content, on a remonté l'eau chaude. Et puis qu'est-ce qu'on a fait? Ben rien. Rien. Il y a 2 tubes, là-bas, quand vous y allez, c'est joli, vous regardez, bon, c'est tout. Les Allemands en face, ils ont dit, oh là là, il y a de l'eau chaude là-dessous. En avant, ils ont tous fait des trous, et ils ont ressorti la chaleur. Ils font des serres avec, ils font tourner, ils font un peu d'électricité, etc. Et moi, je regarde ça, je dis, mais comment vous pouvez être aussi ballot? Pourquoi vous le faites pas? Ah, parce que tu comprends, on n'a pas prévu, puis machin, la région, le truc, le bidule, personne n'est d'accord, tout le monde discute, et il ne se passe rien. Donc, je suis pour qu'on y aille, qu'on mette le paquet. Normalement, on peut chauffer à peu près un quart de l'habitat de ce pays avec la ressource hydraulique chaude. Mais la plus grosse ressource, c'est la mer. Pas le solaire, parce que ça aussi, ça consomme des métaux rares. La mer, il y a 66 fois l'énergie dont on a besoin à terre. Eh bien, allez au boulot. On sait faire tout. On sait faire. Vous allez prendre l'eau froide et vous la remontez, hein, parce qu'en haut, c'est chaud, alors ça tombe tout seul, ça fait la plus grande clim du monde dans un hôpital. Elle est en Polynésie française. On voulait faire la même chose à La Réunion. Je prends cet exemple. Il y a des machines qui chopent la houle de la mer. Il y en a toutes sortes. Des tapis, des ronds qui tournent, enfin bref. Il y a 1000 manières de faire. Donc moi, je suis pour que, si vous voulez, pour moi, le passage au renouvelable, c'est que de l'intelligence, c'est que de la technique, c'est que de la science. C'est des milliers de garçons et de filles qu'on va former à savoir faire ça. Demandez-les à votre voisine, c'est elle qui s'occupe de ça. Jean-Luc Mélenchon, on va passer à la question suivante, qui est liée à l'agriculture. Il faut qu'on soit un tout petit peu plus bref parce qu'on a beaucoup de questions. C'est Jean-Luc qui va vous poser cette question. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Jean-Luc? Oui, bonjour, monsieur Mélenchon. Jean-Luc Fabry, j'habite un tout petit village à 20 km au sud de Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Donc, je vois, à Meurthe-et-Moselle, je connais aussi. Le monde agricole étant très près de mon habitation, je me suis donc beaucoup intéressé à votre programme agricole. Et je me suis rendu compte qu'il était très très proche de celui de Yannick Jadot, sur l'essentiel des points. Ce qui tendrait à prouver qu'on n'est pas toujours obligé de faire cavalier seul. Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'en viens à ma question. Pourquoi avez-vous boudé le salon de l'agriculture cette année? Vous l'aviez déjà boudé il y a 5 ans. Est-ce que vous n'aimez pas les paysans? Et vous n'avez aucune excuse, c'est votre métier, dans la psy. Donc si vous psychologisez la politique, on est foutu, là. Non, j'ai rien contre les paysans. J'ai aussi des bons copains paysans, je sais de quoi il s'agit. J'ai tourné dans des fermes, des petites, des moyennes, des grandes, des familiales, des bons. Je crois que je connais un peu. En plus du temps où j'étais jeune journaliste dans un des journaux du groupe EBRA actuel, c'était moi qui faisais la page Le Jura rural. D'accord? Donc une fois par semaine, les éleveurs de moutons, les éleveurs de vaches, les ceci, les cela. Alors ça a fait qu'un urbain comme moi, je ne vais pas me faire passer pour un paysan. Je suis venu à Tanger, dans une ville internationale, et j'ai vécu toute ma vie dans des villes. Donc, mais je suis intéressé à ça parce que c'est eux qui nous nourrissent, normalement. Alors, je ne vais pas au salon parce que, comment vous dire, le salon, c'est de la com pour les hommes politiques. Tu vas là-bas, alors bon, on passe d'un stand à l'autre, il y en a, ils découvrent qu'une vache, il y a 2 cordes, ils se demandent si les oreilles sont en dessous ou au-dessus de la corde, bon bref. C'est du folklore. Et puis, au milieu de tout ça, il y a quand même un certain nombre de gens qui m'aiment pas trop, pour des raisons que j'ai du mal à comprendre, ou plutôt que je comprends. Parce que je suis pour qu'on arrête d'utiliser les glyphosates. Bon, alors, il y a un lobby du glyphosate, hein, donc attention. Après, si vous avez le malheur de dire, comme c'est mon cas, que je vais arrêter toutes les fermes, vous savez, d'exploitation concentrée des animaux, alors là, vous en collez encore d'autres à dos. Et puis vous avez ceux qui viennent, qui savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Monsieur Mélenchon, vous avez dit qu'il fallait réduire la consommation de viande. Oui, j'ai dit qu'il fallait réduire la consommation de viande. Mais la viande que je propose de réduire, c'est pas, c'est la viande qui vient de ces élevages-là, parce que les Français ne savent pas qu'ils mangent des sous-produits de l'élevage intensif. Quand la bête va crever ou qu'elle est épuisée, quick, on la coupe en morceaux, on la vend. Ça s'appelle la viande grise, c'est pour dire. Bon, donc oui, on va ralentir parce qu'une vache, c'est 170 litres d'eau par jour. Vous voyez, je connais un peu ces choses-là. Donc oui, on va... Alors, encore cela contre moi. Donc moi, je ne me vois pas aller à un salon où un stand sur 2, je vais tomber sur un type qui va me dire, ou une fille, ah, vous allez nous égorger, vous allez nous ruiner. Il y a un paysan qui se pend tous les 2 jours. C'est vous dire le genre de vie qu'ils mènent, ces pauvres gens. Donc là aussi, il faut tout réorganiser. D'abord parce que nous manquons de paysans. Premier problème. La moitié de ceux qui sont là s'en vont à la retraite dans les 12 ans qui viennent. Alors, pareil, là, tout le monde s'en fout.
personne ne s'en occupe, et les syndicats agricoles, ils font du blabla, et il ne se passe rien. Il nous faut, pour faire de l'agriculture bio, c'est-à-dire pour redevenir souverain, au moins sur un plan, j'espère que tout le monde a compris ça, on ne peut plus continuer à importer tout ce qu'on mange. C'est absurde, on sait le faire. Donc, il faut relocaliser. Il nous manque 200 à 300 000 paysans. Je ne peux pas, tout président de la République, de la Ve République, aller dans la rue et dire 1, 2, 3, 4, 5, toi t'es paysan. 1, 2, 3, ah ben il n'y en a pas d'autres, mais c'est toi qui es paysan. Voilà, ça ne peut pas le faire. Parce que c'est un métier, et que ça s'apprend, que ça prend du temps, que le type d'agriculture qu'il s'agit de faire maintenant, sans produits, sans pesticides, ben c'est un peu compliqué à faire. Il y a des solutions, sans pesticides, d'accord? On sait le faire. Je suis entouré d'une bande d'ingénieurs agronomes, donc ils m'ont bien pris la tête là-dessus, et notamment la présidente du Parlement de l'Union populaire, qui est Aurélie Trouvé, c'est sa formation. Je vous dis ça parce que hier, on a eu une discussion assez houleuse avec des jeunes gens qui prétendaient que si on pouvait mettre du glyphosate. Dans ce pays, la moindre discussion sur quoi que ce soit tourne en quelques instants à l'empoignade. Bon, bref. Donc, voilà mon problème. Alors, je préfère aller, si vous voulez, je ne suis pas non plus sorti de l'œuf, hein. Donc, ils sont tous là-bas au salon, hein. Eh bien, moi, je suis ailleurs. Alors, je vais dans une ferme. Et puis, les journalistes, ça les fait marrer. Ils viennent me voir dans la ferme où je me trouve. Et puis, moi, je raconte mon truc sur l'agriculture bio. Voilà, c'est sans méchanceté. Puis, ça calme un peu l'ambiance autour de moi, quoi. Là, j'étais à La Réunion la dernière fois. Et on a regardé faire des pratiques agricoles. Vous connaissez le fruit du dragon? Vous avez déjà mangé? Vous connaissez? Non. Terrifiant. Alors, ils plantent ça vaut 8 € le kilo. Au départ, hein, c'est vous dire, ils gagnent leur vie avec ça. Mais c'est une plante qui arrive d'Amérique latine, et le gars qui plante ça, il faut qu'il vienne la nuit pour les polliniser. Parce qu'ils ont ramené la plante, mais pas la chauve-souris qui les pollinise. Donc ils font ça à la main. C'est un boulot incroyable. Bon, on ne va pas demander aux 300 000 paysans de passer leur nuit à polliniser des trucs, mais c'est pour dire, non, mais il faut s'attendre à payer mieux. Je termine là-dessus. Pendant 30 ans, mesdames, messieurs les salariés, moi dedans, hein, ça a été très simple. On a augmenté le pouvoir d'achat des gens, le pays mieux qu'avant, ouvriers agricoles, parce qu'on a fait le grand déménagement de la France. Et puis surtout, on a baissé le prix de l'alimentation. Et c'est passé de 20% du budget à 9, 11 points de gagné sur le dos du paysan. Parce que c'est lui qui s'est tapé le boulot. C'est lui qui a dû produire plus à moins cher. Donc ça a donné le modèle qu'on a sous les yeux. Voilà ce que je peux vous dire. Donc j'ai rien contre les paysans. Au contraire, il va falloir que j'en trouve, donc il va falloir que je séduise des gens pour qu'ils aillent faire paysans pour nous tous. Nous allons maintenant parler des transports avec une autre question de Jean-Luc, une question qui est à la croisée aussi des transports et de l'environnement. Oui, donc je reste sur les questions d'environnement. Je pense à nos enfants, petits-enfants, et notamment à la question des émissions de gaz, notamment dans les grandes villes, et des problèmes de santé publique qu'elles entraînent. J'ai vu que vous étiez opposé à la politique actuelle des zones de faible émission dans les villes. Ah bon? Vous n'étiez pas favorable à cette politique qui se met petit à petit en place. Et je n'ai pas trouvé dans votre programme, que j'ai lu avec beaucoup d'attention, de proposition de votre part sur cette question de la pollution en milieu urbain par notamment l'industrie automobile. Est-ce que c'est un manque ou est-ce que vous avez peur de mécontenter certains de vos électeurs? Non, ça on s'en fout. Mécontenter ou pas, on convainc, et puis voilà. Des fois, vous savez, on a plus de mal avec les fantasmes qu'avec les réalités. Quand je dis que je prends tous les sous après 12 millions d'héritage, je connais des copains qui ont 0 héritage et qui me disent « tu nous empêches de rêver, vous êtes complètement fous ». Moi, j'ai jamais rêvé d'argent, qu'est-ce qui vous prend? Bon, mais donc là, honnêtement, je joker, parce que je ne sais pas pourquoi c'est pas dans le programme. Ce que je peux dire, c'est qu'évidemment, il y a une politique des transports qui privilégie à fond le transport en commun dans les villes. Mais je suis contre les politiques qui, sous prétexte, si vous voulez, un Parisien ne regarde pas la vie comme quelqu'un qui habite ailleurs. À Paris, vous pouvez ne pas avoir de bagnole. Alors vous avez à votre disposition la trottinette, le métro, le bus, le tramway, j'en passe et des meilleurs. Bon, il n'y a pas une ville ailleurs comme ça. Alors c'est facile pour les gens qui sont dans Paris de recommander la vitesse minimum en ville, pas de bagnole, etc. Non, on sait très bien qui ça punit. Et puis comme on est dans un moment de la civilisation française où le territoire a été réorganisé en éloignant les gens de tout. Beaucoup de gens
parce que le logement qu'ils occupent n'est pas de bonne qualité, parce que ceci, parce que cela, décident d'aller plus loin au seul endroit où ils peuvent acheter. Et c'est de plus en plus loin. Donc, comme ils sont loin, il faut se déplacer. Et déplacer, aujourd'hui, coûte horriblement cher. Et donc, tout ce qui est frapper l'essence, on revient à dire aux gens, vous restez là où vous êtes et vous ne bougez plus. Ce n'est pas acceptable. Aussi longtemps que le transport en commun et le service public du transport en commun n'est pas développé. Alors, écoutez, pour ce qui est des zones à faible émission, joker, parce que je ne maîtrise pas le sujet. On a une question de José pour continuer sur la thématique des transports. Je te donne la parole. Et oui, et du coup, vous avez parlé effectivement du développement du transport public. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis ancien cheminot et à ce titre, je suis très satisfait effectivement de votre programme en ce qui concerne le développement du transport ferroviaire. Toutefois, et c'est encore une question d'économie, vous dites remettre un agent en physique dans toutes les gares, vous dites remettre des agents dans les trains. C'est complètement à contrario de ce que nous ont demandé, de ce que les présidents de région ont demandé à l'entreprise ferroviaire SNCF. Je ne parlerai pas des autres par principe. Et donc voilà, on est complètement à contrario de ce sujet-là. Quel bénéfice vous en attendez? Quel coût? Qui va payer? Et quel bénéfice? Bon, d'abord, reprenons le dossier du train dans son ensemble. Il ne faut pas raconter d'histoire. C'est un choix politique. Les gens, un certain nombre de décideurs, ont pensé que la desserte était plus fine par camion, par la route, et que comme ça tenait compte de paramètres économiques qui pouvaient bouger, le salaire de ceux qui conduisent qui peut être baissé, l'essence qu'on peut baisser, etc. Bon, bref, ils ont pensé que ça serait à terme, par la concurrence, plus économique, ce que je ne crois pas. Alors, fondamentalement, je crois que ça coûte plus cher. Ça use, ça détruit, ça rend malade, et c'est pas efficace. Bon. Donc, moi, mon idée, c'est qu'on construise, d'abord, on reconstruise le réseau. C'est quand même pas normal qu'on ait laissé se détruire, voire qu'on ait démonté de tels kilométrages de trains. Hein. Bon, et après, on reprend tout le problème par l'autre bout. Vous n'allez pas mettre des gares vides, il faut bien qu'il y ait quelqu'un pour parler, on est des êtres humains, on n'est pas des machines. Donc oui, il faut embaucher du monde, oui, il faut refaire les voies. Je me disais que si on m'élit, moi je ne ferais pas construire un avion comme il y a, vous savez, République française numéro 1, Air Force One, bon, ils sont tous très contents avec leur avion. Alors là, pour le coup, on va psychologiser, j'aime pas l'avion. C'est curieux, hein, je ne sais pas pourquoi. J'ai horreur qu'on me tripote. Donc vous arrivez, commence à vous regarder de tous les côtés, vous déshabillez à moitié, ils vous fouillent de tous les côtés, et puis après on vous range comme des sardines dans une boîte. Oh, c'est affreux. Enfin, je n'aime pas. Moi, je ferai un wagon. Et je trouve que c'est bien, parce qu'il y a les voies ferrées, et le président, il va sur le wagon, il va dans un wagon, puis on peut s'arrêter en route. On sait le faire. Alors, ça, c'est le cadre général. C'est pour dire à quel point je suis pro-fer. J'ai des ambitions très, très, très élevées. Par exemple, je ne veux plus voir un camion, je dis je, parce que c'est la mode de ces institutions, entre la frontière belge et la frontière espagnole. On peut tout mettre sur les trains. Après, on s'engueule pour savoir où s'arrête le train. Hein. C'est normal, on est en France. Donc, chaque fois que vous voulez faire le terminus, personne n'est d'accord. Alors, donc, là-bas, dans les Landes, ils ne veulent pas. Il faut le mettre ailleurs et on finira bien par trouver un endroit avec quelqu'un qui veut bien que ça se passe là. Mais il faut qu'on le fasse. D'abord parce que tout ce qui concourt au ralentissement de l'accès au seuil de changement climatique est bon. Et ces millions de camions sur les routes, ce n'est pas supportable. Alors, il faut donc utiliser toutes les voies. Avant de commencer à faire des trous dans les montagnes comme le Lyon-Turin, déjà utilisons les voies qui existent parce qu'elles nous permettent de décharger. Bref, vous connaissez tout ça mieux que moi parce que c'est votre métier. Mais moi, je m'y suis intéressé progressivement. Je vous raconte une blague. Je m'en vais à Toulouse, c'était un dépôt, et on discute avec des cheminots, il y avait un paquet de communistes là-dedans. Et moi j'étais leur candidat pour la première fois, on me regardait un peu en biais. Et puis on discute, et moi je leur dis, les gars, il vous faut combien de temps pour mettre tous les camions sur des trains? Ça commence à discuter, c'était passionnant, personne n'était d'accord, comme d'habitude, et tout le monde avait un avis. Et puis alors à la fin, je me moque un peu d'eux, il fallait que je m'en aille, c'est comme ici, il faut que ça s'arrête un jour. Et je leur dis, d'habitude on dit que c'est les politiques qui ne sont pas précis, mais là, ce coup-là, c'est vous. Et il y a un gars un peu comme vous, poivre et sel, tu vois, et il me dit, écoute Mélenchon, 3 ans ou 6 ans, parce qu'il ne voulait pas que j'ai le dernier mot, le gars. Et il me dit 3 ans ou 6 ans, ça dépend qui est-ce qu'il demande. Autrement dit, si on explique l'intérêt général, les gens, ils font à mort leur métier. Ils font à fond. Et chez les cheminots, il y a encore cet état d'esprit. Moins maintenant, hein, parce que
la jeune génération est plus habituée au train privé et à tout ça. Bon. Alors, voilà. Ce que j'en attends, c'est un meilleur niveau pour la santé publique, une obligation d'invention. Je vais un peu vous prendre là. Il faudrait quand même qu'on trouve une idée avec des trains beaucoup plus courts. Voire, j'ai vu ça une fois, là, le wagon unique, ça peut paraître bizarre. Mais si on trouvait une solution qui ne soit pas économiquement mortelle, qui permette de déplacer ce genre de train, il y a tout un tas d'endroits où ça vaudrait le coup de rétablir la voie. Je pense à la voie Lons-le-Saunier-Saint-Claude. Hein, je parle de l'Est, moi. Eh ben oui, je l'ai vu. Les ouvrages d'art, ils sont toujours là. Il n'y a que les rails qui ne sont plus. Bon, il faudrait trouver ça. Et puis, Dezio, comment on articule, alors là, franchement, c'est planant ce que je vais vous raconter, les dirigeables et le rail. Parce que vous allez voir que les dirigeables, on a une société française qui commence à en fabriquer. Le dirigeable, c'est une des solutions de transport la plus neutre écologiquement, assez efficace. Et il y a des combinaisons. Alors il y a des endroits où c'est pas possible. Par exemple, le dirigeable, c'est la solution en Guyane. Bon. Mais il y a des endroits où, évidemment, il faut que les deux soient articulés. Voilà mes idées sur ce sujet. Et je compte, si vous voulez, c'est une révolution. Je sais très bien que la SNCF est partie dans une direction qui n'est pas celle qui me convient. Bon, la course à la rentabilité, je ne sais pas qui a eu l'idée d'aller appeler les TGV, les appeler Inouï ou Ouigo, je ne sais pas quoi. Les seuls qui avaient un produit que tout le monde connaissait, TGV. Hein. Il a fallu qu'ils fassent les marioles, à changer le nom. Bon, je trouve ça... c'est bon. Alors, il faut récupérer la dette de la SNCF. Une partie est déjà récupérée, il faut tout récupérer. Voilà. Et puis on dit à la SNCF, on repart à zéro. Laissez-moi me débrouiller de la dette. Vous débrouillez-vous de me faire les milliers de kilomètres dont j'ai besoin de voies ferrées. Jean-Luc Mélenchon, des choses là. Ingrid a une question pour vous. Ça, j'ai mis mes dirigeables, je ne sais pas où mettre. Ingrid a une question pour vous sur la laïcité et sur l'incompréhension que vous pouvez susciter parfois chez certains électeurs de gauche à ce sujet. Bien manipulé. Oui, voilà. Après discussion avec mes collègues ou des proches, effectivement, c'est sur ce point-là, sur la laïcité, que vous perdez de nombreux électeurs de gauche. Donc, ça serait bien, voilà, de nous éclairer un petit peu pour que vous puissiez aller au deuxième tour. Donc, 2 exemples. Vous dites vouloir abroger le concordat d'Alsace-Moselle, mais on se pose la question de pourquoi ne pas avoir le courage d'aller jusqu'au bout des choses, notamment en supprimant toutes les fêtes religieuses du calendrier républicain. Et deuxième chose, un autre exemple, vous voulez garantir donc la présence d'une école publique laïque, mais est-ce que ça ne signifie pas que les parents accompagnateurs de sorties scolaires ne doivent pas porter de signes ostentatoires de leur religion? Bon, alors, d'abord, je commence par dire à quel point j'ai pu souffrir de voir des gens dont la mauvaise foi est absolue, à gauche, penser se délimiter par rapport à moi sur ce sujet. Quelques-uns d'entre eux ayant appris ce qu'était la laïcité par moi quand ils étaient jeunes et que moi, j'étais déjà vieux. Bon, donc, c'est pas sérieux. Disons qu'il y a beaucoup d'indécis, là, oui, et c'est juste là-dessus qui bloque. Répondre. Non, mais c'est juste là-dessus qui bloque. Je vais vous répondre donc, avec précision sur les 2 sujets. Mais je commence par dire ça. J'ai eu à souffrir, si vous voulez, de campagnes invraisemblables. Par exemple, j'ai entendu une fois dire il est ambigu avec la République. Qu'on parle. Mais dites-moi quoi? Dites-moi où? Bon, bref. Où on m'a repeint en ami de Poutine un temps. Après, c'était autre chose. C'était Bachar el-Assad. Je ne sais pas pourquoi. On m'a montré une photo. Bah oui, j'étais ministre. Je l'ai accompagné à la sortie de l'avion. Tu parles. J'ai pas demandé à y être. On m'a dit bah toi, tu fais ça, tu y vas. Bon. Alors, commençons par ça. Hein. Moi, j'ai des propositions. J'attends celles des autres. Je propose d'abroger le concordat. Le concordat, ce n'est pas le droit social local. Je le rappelle, parce qu'à chaque fois, on me fait le coup. On dit aux gens le concordat et on leur fait croire que c'est le droit social. Non, le droit social d'Alsace-Moselle, je proposerais qu'on l'étende à tout le pays. C'est pas pareil. Tandis que le concordat, non. Pourquoi? Parce que c'est rétribuer les ministres du culte de 3 religions, la catholique, la juive et la chrétienne, pas les musulmans. Mais c'est pas le sujet. Pour moi, le sujet, c'est pas l'égalité. La mairesse de Strasbourg, à un moment donné, pensant bien faire, a dit on aide tout le monde. Non, on n'aide personne. C'est quand même pas pareil. La loi dit qu'on ne reconnaît ni ne salarie aucun culte. Donc je suis pour appliquer ça à l'Alsace-Moselle et à la Guyane. Et après, le deuxième sujet, vous me dites qu'il faut supprimer toutes les fêtes religieuses. Personne ne me l'a encore jamais demandé. Je veux bien qu'on en parle, mais je suis imprudent. Je connais l'histoire de France. Donc, mollo avec la religion. Il faut y aller
à pas de loup, tranquille, et convaincre. Si vous essayez de contraindre, c'est la cata. Ça a commencé pendant les guerres de religion. Ça a duré 3 siècles. C'est vous le prof, vous le savez mieux que moi. Franchement, on n'a pas brillé. Quand vous regardez, je crois que c'est Robert Merle qui a fait la belle série Fortune de France. Ça vous dit quelque chose? C'est formidable. Parce qu'à la fin, il raconte, il demandait aux gens pourquoi ils étaient protestants, plutôt catholiques que protestants. Et suivant les quoi, c'est une explication qui vaut peut-être. Hein. Il disait en fait, le problème avec les protestants, c'est qu'ils supprimaient toutes les fêtes. Et donc les fêtes, on s'arrêtait de travailler. Ça n'avait rien de religieux, hein, c'était social. Ça, c'est Robert Merle qui raconte ça. Ça m'a bien fait rire, parce que j'aime bien connaître l'enracinement. En plus, je respecte la foi des gens, je ne la tourne pas à la plaisanterie. Mais ça m'intéressait de voir pourquoi. Alors, supprimer toutes les fêtes religieuses, ça pourrait avoir un avantage. Ça serait de mieux organiser le calendrier et d'éviter les effets de thrombose à certains moments de la combinaison des fêtes avec les autres raisons plus laïques, comme le 1er mai ou des choses de cette nature. Mais honnêtement, je n'y ai pas réfléchi. Personne ne m'a jamais fait cette proposition. Je suis conscient du fait qu'il y a quelque chose de choquant dans le fait que certaines fêtes religieuses donnent lieu à journée de vacances ou à jour férié et pas d'autres. Et que si jamais on met le doigt dans cette histoire-là, on n'a pas fini. Comme petit Angérois, moi j'étais ravi à Tanger, on faisait toutes les fêtes religieuses, d'accord? Donc j'aime mieux vous dire que les 3 religions du livre, ça en fait un paquet, hein, d'occasions de s'arrêter, de faire la fête, de faire ci, de faire là. Mais en le traitant sérieusement, je pense que c'est pas très respectueux de la diversité religieuse des Français que de leur donner idée qu'il y a une religion. Et une religion dominante, c'est toujours des religions dominées. Et des gens, alors, ok, je réfléchis. Mais s'il vous plaît, essayez de faire un groupe pour faire avancer cette idée. Parce que moi, je ne peux pas en prendre l'initiative. Et ça, ils me pendent le soir même par les pieds. Après, attendez, il y avait une question. J'ai un groupe, on veut bien. Oui. Les signes religieux. Non, mais attendez, vous m'avez posé une question plus. Les signes religieux pour les accompagnateurs scolaires. Alors, voilà. La réponse est fort simple. D'abord, comprenons bien un truc. L'homme public, la femme publique, a intérêt à toujours faire en sorte qu'on essaye de décharger le conflit, pas de l'aggraver. Il y a un sentiment anti-musulman dans le pays qui, moi, me choque. Je ne l'accepte pas, et je l'ai vu se déchaîner au moment du débat sur la loi séparatisme, à dire des choses que je trouvais choquantes, y compris pour l'intelligence de ceux qui les proféraient. En France, la liberté de conscience est née de la liberté du culte. C'est parce qu'il fallait que catholiques et protestants, ou plus exactement que les protestants puissent pratiquer leur religion, qu'on a fini par dire chacun fait comme il le sent et personne ne sera puni. Et c'est comme ça que la liberté de conscience est sortie de l'idée qu'il faut que chaque religion puisse être pratiquée. Donc ça a donné un point d'appui après à ceux qui, eux, ont mis à l'écart toute forme de religion. Donc il faut faire attention à ne pas recommencer, quelle qu'en soit la forme, une guerre de religion. Et en particulier, comme c'est nouveau, c'est un fait nouveau que beaucoup de Français n'ont pas intégré. 6 millions de Français sont de confession musulmane. Sur les 6 millions, comme dans toutes les religions, il y a une poignée d'excités par-ci par-là, et puis les autres, ils pratiquent leur religion, comme tous les êtres humains, ils montrent qu'on leur fiche la paix, c'est tout. Donc il faut apprendre à vivre avec plusieurs religions visibles. Autrefois, les catholiques, Napoléon Ier et les autres, disaient les autres religions, vous devez être, s'il vous plaît, modestes. On ne doit pas vous voir. On disait aux Juifs, c'est pas la peine d'en rajouter, on ne doit pas vous voir. Ce temps-là est fini. Progressivement, vous aurez une manière de vivre qui va, pour finir, se définir. J'ai connu le monde musulman, c'est-à-dire où la religion musulmane, l'islam est ultra majoritaire, le Maroc, où le roi est réputé être descendant du prophète, mais bon, dans plein de pays du Maghreb, c'est l'islam qui est la religion dominante. Ça s'est pratiqué de 10 manières différentes. J'ai connu la période où il n'y avait pas un foulard. D'ailleurs, ça continue. Il y a des endroits où ils disent vous allez vous calmer, vous n'allez pas mettre des foulards en France, alors qu'ici, on ne le permet pas. Donc, je suis pour qu'on fasse toujours attention à ne pas blesser, à ne pas agresser. Si vous parlez avec une femme qui met un voile, faites-le une fois, comme ça, mais en copine, pas... Je l'ai fait. Vous l'avez déjà fait. Bon, moi, j'ai quelques copines qui n'ont pas de voile sur la tête et qui m'ont parlé de cette histoire de voile. Alors, j'ai dit, franchement, vous ne pouvez pas trouver autre chose. On blague, on discute et tout, et je dis, c'est un signe de soumission à l'homme. D'accord ? Bon. Alors, on m'a répondu, très intelligemment, vous mélangez le registre du militantisme féministe avec le registre de la loi. Primo. Deuxio,
c'est pas un signe, m'a dit cette camarade, c'est pas un signe de soumission qui n'a pas de voile sur la tête, c'est pas un signe de soumission à l'homme, mais à Dieu. Va-t-en répondre à une réponse pareille? C'est un signe de soumission à Dieu. On ne peut pas discuter. C'est quand même de la soumission. Pardon? C'est quand même une forme de soumission. Ah ben à Dieu par la force des choses. C'est le principe même. Hein. C'est le principe même. J'en profite pour vous dire que j'ai entendu une de mes collègues de droite que j'aime bien à l'Assemblée nationale dire « Ah, quelle horreur, les jeunes gens, à 75%, croient que la loi de Dieu est supérieure à celle de la République. » J'ai répondu « Non, c'est pas 75%, c'est 100%. Toute personne qui croit pense que la loi de Dieu, la volonté de Dieu, est supérieure à celle de la loi. Mais ils respectent la loi quand même. Hein. Bon, on le fait tous. » Alors, ah bon, ça l'a un peu troublé, et puis elle m'a dit « On verra ça. » Ben, bref. Donc, les accompagnatrices, on vient sur un cas bien précis, d'accord? Vous ne pouvez pas obliger un parent d'élève à s'habiller comme ci ou comme ça. Point légal. Deuxième point, si vous ne voulez pas de gens voilés, alors payez des accompagnateurs qui deviendront des adjoints du service public. Et donc, ils seront astreints à la neutralité absolue. Alors moi, j'ai jamais parlé de voile. J'ai dit signe ostentatoire de la religion. Donc une croix, c'est la même chose. Oui, je vous crois, moi je pense comme vous. Hein. Mais je parle du voile parce qu'aujourd'hui, c'est là-dessus que se fait toutes les irritations. Je ne sais pas, comme une fois, on m'a parlé du voile. Mais je suis d'accord avec vous, il y a les croix, il y a les perruques, il y a aussi des femmes qui se rasent la tête hein, pour être conformes à la loi de Dieu. Bon, on ne peut pas leur demander de changer leur manière d'être. Mais si on ne veut pas, eh ben, alors on paye des agents du service public. Et comme ça, le problème est réglé. Mais on aurait tort, si vous voulez, d'infliger à une femme, au moment où on fait la sortie scolaire ou un truc comme ça, l'humiliation de dire « Bon, ça, non ». On est devant des gosses, on parle à quelqu'un dont c'est le petit bonheur d'être là en même temps que son enfant, tout ça. Donc, doucement, quoi. Allons-y mollo. Ne soyons pas brutaux, ne brutalisons pas les gens, ne les blessons pas. Vous vous rappelez cette femme qui était venue dans une assemblée avec un voile sur la tête et un élu du Front National est pris à partie. Bon. Alors évidemment, tous on réfléchit, on se dit, bon, est-ce qu'on met un voile sur la tête au moment où on va, bon, blablabla. Puis après tu te dis, mais au nom de quoi on va lui interdire? Enfin, on est parti dans un machin, alors que personne ne posait aucun problème dans cette salle. À l'Assemblée nationale, quand il y a dans les tribunes, il y a des fois des gens avec le foulard sur la tête, hein. Voilà ma réponse. C'est si vous voulez que personne ne porte de signes religieux, pour les parents, on parle bien de ça, hein, alors payez-vous des accompagnateurs publics. Et je trouve que ça serait sans doute plus raisonnable. Mais c'est sympa aussi que les parents viennent. Donc il faut équilibrer les... On va rester dans l'éducation. Alors juste, je vous demande à tous, hein, dans les questions, dans les réponses, il nous reste 20 minutes et on a encore plein de questions. Moi, maintenant que je suis là... Donc c'est une question d'Hicham. C'est votre première question, Hicham. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Hicham, je suis étudiant, j'ai 22 ans et je suis à Lyon. Je voulais vous parler de l'enseignement supérieur. C'est quelque chose que vous voulez profondément réformer avec votre mesure phare, la suppression de Parcoursup. Donc dans le fond, pourquoi pas, puisque c'est générateur d'injustice, de complexité et de stress. Mais de l'autre côté, on est dans une situation qui est déjà compliquée en études supérieures. Je pense notamment au taux d'échec de général en première année d'université, qui tourne entre 50 et 60%. Et ça, selon les estimations. Et ça, c'est beaucoup dû à peut-être à un manque de préparation dans les lycées, un manque d'accompagnement dans l'orientation et les réorientations. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire à ce sujet-là, en plus de Parcoursup? Et ne pensez-vous pas qu'il faut un organe qui cadre cette orientation? Alors, vieux débat, hein, mais déjà Parcoursup, alors c'est l'horreur, quoi. Toutes les familles stressent, tout le monde est comme ça. Bon, moi, je suis les dossiers de l'éducation depuis 20 ans, donc ne me raconte pas d'histoire. Je sais à quoi ça sert. Progressivement, il s'agit de réorganiser l'éducation pour faire un marché du savoir. Alors, ils ont commencé par la LRU, c'était la fac. Il faut qu'ils arrivent à mettre un barrage à l'entrée, concours d'entrée, ou des établissements autonomes, et chaque établissement fixe ses conditions d'entrée. Bon. Donc, petit à petit, on habitue à l'idée que ce qui était la règle autrefois, tu as le baccalauréat, c'est le premier grade universitaire, tu vas à l'université que tu as choisie. Une fois, on m'a dit, vous enlevez Parcoursup, vous le remplacez par quoi? Alors, j'enlève Parcoursup, qui est une école du vice, puisque vous apprenez à écrire 10 lettres de motivation, où vous prétendez être 10 fois motivé pour des choses différentes. Bon. Deuxièmement, toute la famille s'y met. Ne me racontez pas d'histoire, je sais comment ça se passe. Hein. Tout le monde s'y met. Alors, tout le monde a un avis. Les parents, les grands-parents, et c'est le stress généralisé pendant... Bon. Et puis, c'est injuste, parce que tout le monde apprend à mentir. Et puis, moi, alors, on me dit, on va le remplacer par quoi? Par rien, tout simplement. C'est-à-dire, tu veux aller à la fac, t'y vas. Tu as choisi ta fac, t'y vas. Voilà. Et on a besoin de milliers de jeunes gens formés au plus haut niveau possible. Alors après, deuxième problème. Bon, si tout le monde va au STAPS, ça ne va pas le faire. Hein. Bon. Donc il faut, avant d'arriver à la fac,
qu'on ait un peu aidé à la prise de conscience des grandes orientations qui se dessinent possibles. Ça primo. Il faut donc le faire au niveau du secondaire. Mais on ne commence pas à empoisonner la vie de gamins de 10 ans, 12 ans, 13 ans. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Nous qui sommes des adultes, on ne sait déjà pas ce qu'on va faire dans un an ou deux, mais on va demander à des gamins de choisir leur vie. Leurs parents sont là. Il y a plein de familles. Moi, je viens d'un milieu populaire. Je le rappelle sans cesse pour que ça rappelle à tout le monde de quoi on vient, beaucoup d'entre nous. Hein, beaucoup dans ce pays. Bon, moi, j'étais le premier bachelier. J'ai demandé, qu'est-ce que je fais à mes parents? Ils m'ont dit, c'est toi le bachelier, c'est toi qui sais. Mes parents ne savaient pas. Ma mère était devenue instite par la base. Mon père receveur des postes par la base. On a commencé à télégraphiste, tu vois. Donc, on ne connaissait pas. Je ne savais même pas, moi, que ça existait, Sciences Po. Qui allait me dire que ça existait? Bon, personne. Voilà, je me suis retrouvé comme ça, débrouille-toi. J'étais bon en lettres, même très bon. Et puis, en philo, alors, on va partir à faire des études de lettres. Bon, et de philo. Mais c'est du pur hasard. Je ne me suis pas dit, ma vie, je vais les vouer. Je trouvais ça bien, ça m'intéressait. Bon, on pouvait faire des choses, passer des concours administratifs après. Donc, là, pareil, informer bien, avoir un bon niveau permet des entrées dans plusieurs métiers. Après, on aura le problème de la circulation entre les métiers. C'est surtout dans la fonction publique, et notamment la fonction publique territoriale, que c'est le plus facile à organiser. Bon. Évidemment, il y a des métiers qui sont tellement techniques que tu ne prends pas quelqu'un qui passe d'un bureau, dire monsieur n'est pas remplaçable par quelqu'un qui sort d'un bureau. Lui, il pourrait peut-être aller dans un bureau, mais l'inverse, non. Pourquoi? Parce qu'il y a, il y a une technique, il y a un savoir, et puis tu ne vas pas l'inventer. Donc, on enlève Parcoursup. Deuxièmement, les gens qui sont à la fac, on leur permet d'étudier. Non, mais moi, je suis pour les trucs terre à terre. Quand tu fais étudiant et en même temps travailleur à mi-temps, ou plus, et tous les week-ends au boulot, c'est pas vrai qu'on fait les deux. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est les enfants des bourgeois qui racontent ça. Parce qu'une fois dans leur vie, sans canaille, hein, ils vont travailler, je sais pas quoi, au McDo, alors ils font ça pendant 2 mois, 3 mois, après ils sont fatigués, ils rentrent à la maison et papa, maman s'occupent du truc. C'est normal, je leur en veux pas. Hein, mais c'est pas eux qui doivent nous servir de modèle. Pour moi, le modèle, c'est le garçon ou la fille d'une famille où c'est déjà dur, hein, et où il faut avancer dans les études. Alors, si on commence à regarder la vie de cette manière-là, il y a beaucoup de choses qui changent. Par exemple, eux, les profs, hein, les recruter à Bac plus 5 insti. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Parce que quelle est la famille qui peut payer Bac plus 5 à son gamin pour faire insti à 1 800 € pour commencer? D'accord? Donc, c'est une mesure antipopulaire. Je suppose qu'on en revienne aux écoles de formation professionnelle de l'enseignement. Tu sors du bac, tu passes le concours pour entrer à l'école, comme autrefois à Normal, hein, et puis une fois que tu es là, tu as la paye et tu apprends le métier. Et puis on fait la même chose à la sortie de la licence. Et comme ça, on aura le nombre d'instis, et des instis qui ressembleront au peuple. Pas une catégorie sociale évanescente qui a peur dès qu'elle arrive dans une banlieue. Attendez, je termine. Alors, qu'est-ce que je fais? Je donne une allocation d'autonomie aux jeunes. C'est 1 000 €. Et la même chose aux élèves de l'enseignement professionnel. Pardon, je vous jure, je ne fais pas une conférence sur le sujet, mais j'en ai par-dessus la tête de voir comment on traite cette filière de l'enseignement. Et je m'excuse, pour les apprentis? Oui, mais je vais vous en parler des apprentis. Attends, les apprentis. Parce que vous avez soulevé un bon point. Vous avez dit la moitié fiche le camp en première année. La vérité, c'est qu'ils fichent le camp de l'endroit où ils sont pour aller dans un autre. Donc c'est de la réorientation. Et puis moi, je suis d'accord pour qu'un jeune, il ait le droit de changer d'avis. Voilà. On est une société assez riche pour dire, attends, quand même, t'aurais pu penser plus tôt. Hein. Bon, alors on va un peu gueuler pour la forme. T'es bien sûr que c'est là que tu veux aller, ce coup-là. Et puis ça se fait. J'en connais plein qui ont changé de branche et ils réussissent. Mais vous avez pointé un vrai truc. Alors, pour l'enseignement, pour les apprentis, alors là, ça leur va à tous. Hein. Vive l'apprentissage, bravo, encore et encore et encore. Les gouvernants, pourquoi? Parce qu'ils se débarrassent d'un coup de milliers de gens qui sont comptés comme ayant un contrat de travail. Donc, ils vous publient des statistiques merveilleuses, parce que l'apprentissage, c'est un contrat de travail, d'accord? Et puis après, au revoir et merci. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils s'en foutent. 25% fichent le camp au bout de 3 mois. Où ils sont? Éducation nationale, case prévue. Nous, on connaît ça, marqué dessus, PDV, perdu de vue. Terminé, on ne sait pas où ils sont. Je n'accepte pas ça. On a donné 8 000 € par an aux boîtes pour prendre des apprentis. Je ne suis pas d'accord. Nous avons une école publique, le lycée professionnel, qu'on va transformer en centre polytechnique, ça va aller de CAP à BTS. C'est l'élite du salariat de ce pays qui sont là-dedans.
On ne peut pas faire un pays développé sans beaucoup de bac pro, beaucoup de licences professionnelles. Licences professionnelles, c'est moi qui ai créé ça. Donc je sais exactement de quoi je parle. Et je termine en vous disant que ces jeunes gens, il faut eux aussi qu'ils soient traités dans des conditions telles qu'ils puissent suivre leurs études. La moyenne a un an de retard par rapport au reste. Donc on ne se fout pas d'eux. On ne commence pas par les mettre à 3 ans, et sur les 3 ans, une année d'observation. C'est un gros malin dans un bureau qui a trouvé l'idée qu'il y avait les métiers du bâtiment. Comme si peindre un mur et le construire, c'était le même métier. D'accord? Mais eux, ils ne savent pas, ils ne sont pas au courant. Ce n'est pas leur gosse qu'ils envoient là-dedans. Donc ce n'est pas leur sujet. Je proteste. Je proteste contre cette situation. Donc on va rétablir 4 ans, parce qu'il nous faut 4 ans pour apprendre proprement un métier, et que tous les malins qui ont des idées sur les métiers devraient les regarder de plus près. Hein. C'est pas vrai que ça s'apprend comme ça. Ils croient que ça s'apprend comme ça. N'importe quel métier, c'est une science pratique aujourd'hui. Demandez au jardinier, prenez le temps de discuter avec lui 10 minutes, vous verrez. Mais vous verrez. C'est pas vrai que vous pouvez aller faire jardinier demain, c'est pas vrai. Bon, voilà, je termine là-dessus. Pour moi, ça c'est la voie royale. Si j'aide bien, si on fait bien le boulot, garçons et filles, et y compris pour féminiser les métiers, hein, si on fait bien le boulot, on se tirera d'affaire, et il n'y aura pas besoin d'aller inventer des trucs aussi dingues que Parcoursup ou ce que vous dites, les gens ne savent même plus où ils en sont, ils sont là en seconde, ils ne savent pas pourquoi ils sont là, ils passent... Jean-Luc Mélenchon, une deuxième question sur l'éducation, c'est Oui. Delphine de Saint-Étienne. La troisième, parce que là, il y en avait... C'est Delphine qui là vous l'a... aussi, Oui, effectivement, une autre question. Delphine, pouvez-vous d'abord vous présenter en quelques mots? Delphine, je viens de Saint-Étienne. Je suis maman de 2 petites filles qui sont en école primaire et maternelle. Elles vont à l'école de quartier qui est classée REP, donc réseau d'éducation prioritaire. Vous avez parlé donc d'augmenter le nombre d'enseignants, ce qui est très bien. Le nombre d'enseignants. Ce qui est très bien. Juste 2 points sur ce sujet-là. La maîtresse de ma plus jeune est absente cette semaine et elle n'est pas remplacée en réseau d'éducation prioritaire. Donc, est-ce qu'avant d'augmenter le nombre d'enseignants, déjà, il ne faudrait pas remplacer ceux qui sont absents? Et le deuxième point, c'est augmenter le nombre d'enseignants, réduire les effectifs en classe, c'est très bien. Mais où est-ce qu'on met tout ce monde-là? Les établissements scolaires sont déjà saturés. Alors, est-ce qu'on construit de nouveaux établissements? Est-ce qu'on agrandit ceux existants? Ou est-ce que mon mari ira faire cours sur le trottoir? Oh, il doit y avoir une solution un peu plus sympa que ça. Non, bon, je commence par augmenter le nombre d'enseignants, c'est aussi permettre le remplacement. Parce que là, c'est une histoire de fou. 20% des gens qui ne sont pas là ne sont pas remplacés, mais dans un délai de moins de 15 jours. Hein. Donc jusqu'à 15 jours, on trouve ça normal, pas moi. En janvier, elles sont allées 4 jours à l'école, elles ne sont pas de janvier avec la... Non, mais bon, c'est insupportable. C'est insupportable. Donc il faut qu'il y ait des gens pour remplacer. Mais surtout, ce que moi j'ai trouvé de terrible quand j'ai demandé pourquoi les gens n'étaient pas là. Hein. Alors il y a des coins, je sais pourquoi. Parce que tout le monde veut y aller, donc tu vas en fin de carrière, donc c'est le moment où ta santé est la plus fragile, donc c'est le moment où il y a le plus de congés maladie, mais des vrais congés maladie. Et les remplaçants, profs remplaçants, sont eux-mêmes au bout de leur carrière, et donc blablabla. Bref, on a accumulé les erreurs. Bon, ça c'est un cas, vous allez me dire c'est spécial, c'est l'académie. On est à Saint-Étienne quand même. Hein? On est à Saint-Étienne quand même, et une enseignante n'est pas remplacée. Ouais, ben, c'est bien ce que je vous dis. C'est alors pourquoi? Alors j'ai regardé. Il paraît que dans au moins la moitié des cas, l'absence est prévisible parce que c'est... Alors je ne dis pas que c'est le cas exactement de votre école, mais c'est des stages de ceci, c'est des réunions de cela, enfin des choses sont nécessaires au métier. Donc je trouve que si vous n'êtes pas au courant, moi non plus, on n'y peut rien, on subit. Mais celui qui est au-dessus, il le sait. Il ne peut pas ne pas le savoir. Il ne peut pas ne pas savoir qu'il manque tant de monde à intervalles réguliers. Donc il a le choix entre 2 choses, réparer le problème ou dire du mal des enseignants. Une fois sur 2, il dit du mal des enseignants. Des gens foutres qui sont jamais là, qui sont en vacances tout le temps, et blablabla. On connaît ces raisonnements. On pourrait essayer de régler le problème. Donc pour régler le problème, il faut augmenter le nombre de... Alors là maintenant, je vais faire... Ne croyez pas que je devienne paranoïaque. Hein. Je vous dis juste que je comprends leur manœuvre. Donc, les établissements autonomes, après, on arrive au lycée. Tiens, coucou, surprise, eux aussi sont devenus autonomes. Et puis, les programmes. Après, on arrive au collège, 20% du collège à la carte pour le programme. Et petit à petit, c'est ça qu'ils veulent faire. Et puis maintenant, nous voulons arriver à l'école primaire. Et le président de la République, qui avait déjà déclaré que la fac, c'était pas normal, que ça coûte rien aux étudiants, vient d'expliquer, en prenant l'exemple de ma ville, Marseille, que les directeurs des écoles allaient devenir comme des chefs d'établissement, choisir le personnel, nanani, nanana, et puis adapter. Alors ça, les gens adorent ça. Hein. Adapter à quoi? Les maths, c'est les mêmes partout. L'écriture, c'est la même partout.
Et les programmes, moi je suis pour que ce soit les mêmes partout. Ça n'exclut pas qu'il y ait un peu de choix, mais pas la comédie des 66 bacs différents qui sont désormais possibles grâce à M. Blanquer. C'est-à-dire que personne ne sait ce que vaut un bac. Mais je vais vous dire comment ça va se régler. Regardons l'adresse. Tu as eu ton bac? Dans quel quartier? Quel lycée? On va voir le classement. Ouh là 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 là. Zone d'éducation prioritaire, suivi d'un collège prioritaire, suivi d'un lycée où il y a eu une histoire. Bon, ok, vous reviendrez la prochaine fois. C'est ça le marché de l'éducation. Donc, première réponse, il nous faut plus d'enseignants. Il faut qu'on augmente l'encadrement pour qu'on ait des meilleures performances et que les enseignants aussi puissent vivre dans d'autres conditions. Parce que souvent, les gens sont un peu rapides à juger les enseignants. Dans ce pays, personne ne peut me dire, il n'y a pas une discussion un midi, un dimanche, où on discute de savoir comment on va garantir la sûreté d'une centrale. Mais tout le monde a une idée sur la manière d'enseigner. Je trouve ça incroyable, c'est un métier aussi. Donc il en faut plus parce qu'ils ont besoin d'avoir des effectifs moins importants et plus de matériel. Et tout ce qu'on met dans nos gosses, c'est que du bonheur après ça, c'est sûr et certain. Alors ça, c'est pour le nombre des enseignants. Après, sur les locaux, alors là, franchement, si un grand pays n'est pas capable d'organiser des locaux autrement, on ferme la boutique, on va faire autre chose. Il n'y a plus de salles. Déjà, le lycée où est mon mari, ils galèrent pour avoir tous une salle à l'heure précise où ils doivent faire leurs cours. Non, mais vous vous rendez compte d'où on en est? Et alors, on ne peut pas changer ce bâtiment, il n'y a pas une solution. Le bâtiment est blindé. Il n'y a plus de place. Ah bon? Eh bien, on va en faire un autre. Qu'est-ce que je vous dis? Si celui-là, il est blindé, on en fait un autre. Ça coûte combien? Mais autant qu'il y a besoin. C'est comme on m'a dit pour les facs de médecine, je vous ai dit tout à l'heure, il faut vite créer des milliers de places d'accueil. On me dit, tu comprends, il faut 10 ans. Pour en former combien? Eh bien, vous n'en savez rien. Alors, qu'est-ce que vous venez me raconter? Là, c'est pareil. Si le collège est blindé, on fait un autre collège. Et on ne va pas me dire qu'il n'y a pas un espace de mètres carrés quelque part pour en mettre... Vous, c'est une école primaire. Mes filles, oui, c'est une école. Alors après, je connais la musique. Comme l'école primaire n'est pas ce qu'il vous faut, vous serez prêt à n'importe quoi pour vos gosses. Vous connaissez? Nous, mais vous êtes tous pareils, c'est normal. Dans le public, on croit au public, on veut les laisser en public, même si c'est du prioritaire. Le collège, c'est pas le meilleur de Saint-Étienne, c'est là où vont les allophones quand ils arrivent, mais c'est là qu'elles iront parce que c'est celui qui est dans le quartier et qu'on veut qu'elles restent dans le public. Eh bien, formidable. Moi, je vous approuve. Pardon, mais les allophones, comme vous dites, il faut s'occuper de ça. Je ne sais plus comment le dire. 25 classes il y avait dans Paris. Ils ont réduit ça à presque rien. C'est une erreur monstrueuse. Les gamins, dès qu'ils arrivent, quel que soit leur âge, on doit leur apprendre à parler français, à faire ceci, à faire cela, et à savoir lire. Ça, c'est rien à la dépense par rapport à ce que ça va nous rapporter après. Après, vos gosses, je sais comment ça va se passer au bout d'un moment. Ils vont vous dire, vous chatouillez, pas vos gosses, dire, ouais, quand même, tu devrais y réfléchir, parce qu'à côté, il y a l'école privée, Sainte-Marie, alors peut-être que c'est mieux là-bas. Et c'est comme ça que commence le marché de l'éducation. Donc, tenez bon, mais maintenant, c'est clair que si... moi, je ne viendrai jamais vous faire la morale sur les décisions que vous prenez pour vos gosses. Parce qu'il faut construire, bon sang. Quel est le problème? Je vais vous en dire un de problème. 5 ans pour construire un lycée. Non, mais ça, c'est pas normal. Donc, on me dit, tu comprends, c'est les appels d'offres. Oui, parce que du coup, grâce à les appels d'offres, il n'y a plus de corruption dans ce pays, c'est bien connu. On va passer à la deuxième question d'Hicham, une question internationale. Vous voulez rester dans l'Union européenne, pardon, pour en sortir, mais dans votre programme, c'est spécifié que sur les points qui sont en contradiction avec votre programme, justement, vous êtes prêt à y désobéir. Du coup, je vous demande, est-ce que vous n'avez pas peur, d'une manière générale, d'affaiblir l'Europe en désobéissant aux traités qui ne vous conviennent pas, et en faisant ce principe, entre guillemets, d'Europe à la carte, au final, de faire un précédent que d'autres pays pourraient s'inspirer, et puis est-ce que l'Europe resterait tenable dans ces conditions? Bon, alors, il y en a encore plusieurs questions, donc juste assez bref. Je vais vous dire déjà, je ne créerai pas un précédent, je ne ferai jamais qu'imiter les autres. Parce que des pays qui ne suivent pas la règle générale, il y en a un paquet. À commencer par les Allemands. Nous nous cassons les pieds tous les ans avec notre déficit, mais les excédents commerciaux du type de ceux que font les Allemands, c'est aussi interdit par les traités. Et pas une seule fois on a été leur dire, vous abusez, parce que vos excédents, vous les faites sur notre dos. Je prends cet exemple, il y en a d'autres. Donc non, je n'affaiblirai pas. Pour être bien clair, je me suis aperçu d'une faiblesse de ma position dans les 2 précédentes élections présidentielles. C'est que l'Europe devenait une question idéologique, et donc à partir de là, on ne peut plus parler de rien. Parce que ça montait tout de suite au rideau, vous voulez quitter l'Europe, vous êtes contre l'Europe, vous n'aimez pas ceci, vous n'aimez pas cela. Ce n'est pas le sujet. Moi, mon problème à l'égard de l'Union européenne, ce n'est pas d'y créer le désordre, parce qu'il y a déjà assez de chaos comme ça. Mon sujet, c'est que quand les Français décident quelque chose, on le fait. Mais on ne propose pas un programme avec marqué dessus, on va faire du protectionnisme écologique, j'ai vu ça. D'accord? Mais le même, il dit qu'il veut respecter les traités. Or, les traités interdisent le protectionnisme, qu'il soit écologique ou n'importe quoi d'autre.
Donc la ligne que j'ai fini par fixer avec mes amis, parce qu'on se rendait compte de ce qu'on nous disait, des difficultés, puis du fait que nous, on avait du mal à exprimer correctement nos idées. On a inventé un temps plan A, plan B. Alors on disait plan A, bon, voilà, on vous propose de négocier, vous voulez pas, bon, salut. C'est pas possible, ça. C'est pas crédible. Et puis nous sommes la France. Si la France quittait l'Union européenne, il n'y a plus d'Union européenne. Il y aura un ensemble germanique, hein, et puis des pays latins éparpillés. Voilà la vérité. Donc moi, je ne suis pas pour donner les clés du camion à qui que ce soit en Europe. Bon. Alors, je reviens. On appliquera notre programme. Et sur les sujets où on est en contradiction avec l'Europe, il y aura opt-out. Je ne peux pas, si c'est pas honnête si je dis pas ça. Prenons l'exemple du glyphosate, hein, puisqu'on en a parlé il y a un instant. Si je dis, on met plus de glyphosate, on a fait ça un coup pour les cerises. Hein. Bon, alors il n'y a plus de glyphosate, donc les paysans français, plus de glyphosate. Arrivent des produits qui, eux, sont chargés jusque-là de glyphosate et qui sont moins chers. Donc je ruine la paysannerie française. Je suis obligé de dire que nous ne laisserons pas rentrer en France des produits traités au glyphosate. Donc il y a une cohérence du programme. Et c'est cette cohérence qui est voulue par les Français. S'ils m'élisent, c'est qu'ils veulent ça. Et moi, je ne veux pas faire François Hollande. Hein. Mon ennemi, c'est la finance et blablabla, puis après, tu fais exactement le contraire. Donc, je ferai ce qu'on a dit. J'ai trouvé un mode de règlement. Je m'attends à quelque chose, parce qu'on ne peut pas tout dire non plus tout le temps. On va me dire, non mais attendez, on fait la liste, là. Combien il y a d'opt-out dans votre affaire? Vous êtes la deuxième économie du continent, c'est pas possible. Ben alors, si c'est pas possible, on discute. Jean-Luc Mélenchon, une dernière question de Delphine sur les déserts médicaux. Sur la santé. Bah oui. La santé. Donc, on espère sortir de 2 ans de pandémie du Covid, que j'ai bien vu en étant sur la plateforme Covid à Saint-Étienne. Il y a eu une vague de démissions des soignants à l'hôpital. Il y a des déserts médicaux un peu partout en France. Comment rendrez-vous attractif les métiers du médical pour faire revenir les gens aussi bien à l'hôpital que dans les déserts médicaux? Alors, bon, vous avez raison de dire qu'on est en pleine crise. Hein. Donc déjà, on commence par prendre des mesures d'urgence. On arrête de fermer des lits. Pardon, mais je n'ai pas en grande estime ceux qui ont trouvé le moyen de supprimer encore 5700 lits en pleine crise. Bon, 17 000 depuis le début du quinquennat. C'est pareil, c'est l'organisation du marché de la santé. Mais des fois, d'une manière qui est risible, parce que les cliniques privées, par exemple, dès le début de la crise Covid, j'avais demandé à Édouard, notre Premier ministre de l'époque, voilà, je lui dis, mais on réquisitionne le privé, il me regarde, il me dit, ben évidemment, qu'est-ce que tu crois? Bien sûr que tout le monde, bon, très bien, j'ai rien dit, très bien, je repars, et puis quand même, je me renseigne. Et puis tout d'un coup, on découvre un communiqué du président de la Fédération des cliniques privées qui dit, nous on a marre, on ne nous demande rien, on aimerait bien savoir pourquoi. Bon. C'est vous dire que des fois, il y a des idéologues de la valorisation du privé qui ne se rendent même plus compte de ce qu'ils font. Alors, nous avons 180 000 personnes qui ont quitté le secteur de la santé. Il faut qu'ils reviennent. Pour ça, il faut payer. 1. 2, il faut les respecter. D'accord? Une fois, vous leur faites faire leur métier avec des sacs en plastique de poubelle et des gants, pas 2. À la fin, ils en ont marre. Ils ont l'impression qu'on les prend pour des... Et puis, donc, il faut mieux les payer. Et puis, il faut les respecter. Voyez-vous, dans la fonction publique hospitalière, il y a beaucoup trop de gens qui sont des contractuels. Je pense que vous connaissez le problème. Dans les 3 fonctions publiques, il y en a 800 000. Moi, je propose de titulariser tout le monde. Pourquoi? Parce que dans l'éducation nationale, j'ai eu l'occasion de constater qui était contractualisé. Il y en avait beaucoup dans l'enseignement professionnel. Alors, il y a des gens, non, ils ne veulent pas être titulaires parce qu'ils font un autre métier. Quand ils sont, mais c'est des gens qui viennent en appoint. L'essentiel, c'était des gens, tous les ans, on reconduit leur contrat. Les gens les reconduisent tous les ans, gardez-les. C'est les meilleurs. Si vous n'en voulez pas, il faut les foutre dehors. Mais faites pas ce petit jeu mortel qui fait que quelqu'un ne sait pas à chaque rentrée si oui ou non ça va s'arranger pour lui. Donc il faut titulariser tout le monde. Alors il y a des cas, à la limite, je ne suis pas en train de dire qu'on ne tiendra compte d'aucune spécificité, mais pas au nom de la spécificité étendre un statut qui misérabilise tout le monde. Ça c'est l'urgent. Après il y a le désert. Le problème c'est que ça ne s'improvise pas tout bien non plus, comme métier. Donc, 1, il faut augmenter la capacité d'accueil des facs de médecine. 2, dans le parcours, il faut que les gens soient pris en charge avant. Tertio, à la fin, pour rendre le métier intéressant, parce que ça, tout le monde ne s'en est pas rendu compte. Et il y a beaucoup de dirigeants politiques qui continuent à fonctionner avec la mentalité des années 70 ou 80. Le métier de médecin s'est féminisé. Donc, ça veut dire qu'il est devenu, les gens, des comportements plus rationnels. D'accord? Un comportement rationnel, c'est que les gens veulent vivre. Et je ne vois pas ce qu'on peut leur opposer comme argument.
Et donc, ils veulent vivre. Et donc, vous avez maintenant un grand appétit pour être médecin salarié d'un centre de santé. Il y a plein de gens qui veulent être ça. Les premières fois que j'ai dit on va embaucher, des médecins fonctionnaires, vous êtes complètement fous, personne ne veut de ça. Ben si, ballot, tout le monde veut de ça. Et si on fait ça, on va commencer à élargir les cadres de recrutement. Parce qu'on a besoin des hommes et des femmes. Et oui, on a besoin de tout le monde. Et on n'y arrivera pas si les conditions d'exercice du métier excluent toute vie de famille, toute relation sociale, parce que le médecin qu'on a connu du temps de notre grand-père ira piquer la nuit à cheval, à bourricot, sur une calèche ou dans une voiture dès qu'on l'appelait. Mais ça, c'est fini, d'accord? C'est terminé, c'est fini, terminé, il faut penser à autre chose. Voilà comment je vois qu'on réglerait la chose. Mais les centres de santé, si vous voulez, je suis obligé de dire, je discutais avec les amis là-dedans, comment on peut faire pour que l'alternance puisse fonctionner dès le début, pour qu'on ait, si vous voulez, à travers des gens qui ne sont pas formés comme médecins, mais qui ont des morceaux de la formation à mesure qu'ils en ont, qui permettent de faire des tris. Si vous voulez, aujourd'hui, les gens courent dans les urgences. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun accueil ailleurs. Le gouvernement a inventé un truc diabolique. Tu vas aux urgences, tu ne sais pas où aller. Le toubib te regarde, puis il dit, non, ça va, quoi, 2 cachets. Zou, rentrez à la maison. 18 €. Voilà. Si vous n'êtes pas hospitalisé, ça vous coûte 18 €. Avant, ça ne vous coûtait rien du tout. Donc c'est fou, parce que les gens ne vont pas y aller pour ne pas payer 18 €, ils se rendent encore plus malades, parce que si c'est vrai qu'il y en a qui ne sont pas très malades au point, mais il y en a d'autres, si, ils le sont vraiment. Alors, il faut arrêter avec ça. Et je veux dire que c'est comme ça qu'on va augmenter le nombre de gens qui peuvent intervenir. Par exemple, si vous allez au dispensaire du coin, vous avez quelqu'un qui a une formation, qui est capable de dire non, c'est bon, ça me paraît pas trop grave, bon, prenez ça, revenez demain si jamais ça va pas. Bon, c'est qu'ils font des tri qui empêchent l'hôpital d'être engorgé. Et puis après, il faut que la capacité d'accueil, elle existe. Qu'est-ce que vous voulez? Ça va coûter des sous, il faut construire des bâtiments, il faut recruter des... Mais enfin, depuis quand la vie est devenue un problème? On dirait que c'est trop coûteux de vivre. Alors, il n'y a qu'à faire... Enfin... Ce débat touche à sa fin. J'ai une dernière question pour vous, une question plus politique, puisque la campagne va entrer dans sa dernière ligne droite. Là. Ouais. Les sondages vous donnent toujours en 3e position, certains à 5 points derrière Marine Le Pen. Comment allez-vous faire pour convaincre les électeurs de gauche, mais aussi les électeurs du Rassemblement national, ces fâchés qui ne sont pas forcément des fachos, comme vous voulez, pour les convaincre d'aller voter pour vous et de vous qualifier au second tour? D'abord, en continuant ce qui a marché. Parce que ça a quand même marché. C'est de convaincre. Le programme t'explique ceci, cela. Le SMIC a 1400 €, oui ou non? Oui, si oui, c'est moi. Bon, la retraite. Vous avez continué la campagne de façon... Bien sûr. Le président de la République, pour une fois qu'on en a un qui annonce la couleur avant, a dit qu'il allait faire la retraite à 65 ans. Bon, très bien, je suis contre. J'ai pour la retraite à 60 ans. Alors vous allez me dire, comment vous payez ça, M. Mélenchon et tout? Ça, c'est un débat utile. Hein. Et puis moi, je lui dirais, pourquoi vous voulez 65? Pourquoi pas 70 pendant qu'on y est? Bon. Donc, c'est un débat. Et je pense qu'on peut convaincre. Et je ne pars pas des étiquettes politiques. Parce que l'étiquette de gauche, c'est toute ma vie. Moi, je viens de la gauche. Franchement, elle est mal au point. Vous tapez à la porte, vous dites toc toc, alors qui c'est la gauche. Ah non, nous on vote plus Hollande. Ah non, attendez, on n'a rien à voir avec. Le temps qu'on va passer à expliquer la gauche, au moins on me classe extrême gauche des fois, je ne sais pas pourquoi. J'ai un programme qui est plus modéré que le programme commun. Alors si François Mitterrand n'était pas trotskiste, sauf erreur. Bon. Donc tout ça est à relativiser. Il faut convaincre les gens rationnellement. Ça le fait, on fait. Ça ne le fait pas, on respecte la démocratie. Je convaincrai comme ça. Ce que je peux dire, c'est que je renvoie les gens à regarder le texte. Mais avec Mme Le Pen, j'accepte la confrontation. Elle ne veut plus débattre avec moi, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, ça va, quoi. Alors, elle s'est donnée tout d'un coup la peau de mouton sociale. Alors, au milieu, c'est fini, on ne voit plus le loup, on voit que le mouton. On est quoi? Enfin, elle est contre l'augmentation du SMIC, elle est contre la retraite à 60 ans, elle est contre l'impôt sur la fortune, elle est pratiquement contre tous les marqueurs qui sont des marqueurs sociaux. Donc, les gens, ils font comme ils veulent. Hein. Bon, s'ils trouvent que c'est bien, c'est bien. Si la détestation des musulmans et des autres leur suffit comme programme, bon, c'est leur affaire. Je trouve ça étroit. Mais, mettons. Mais par contre, il y a des gens qui disent, non, on ne va pas recommencer, Macron, Le Pen. Si vous ne voulez pas recommencer Macron, Le Pen, vous faites barrage à l'extrême droite au premier tour en votant pour moi. Je ne dis pas que c'est l'argument absolu. Moi, je veux convaincre. Parce que je sais que le programme que j'ai appliqué, il va nécessiter une implication populaire et une implication de la jeune génération et des salariés. Donc j'ai besoin de convaincre. Je ne peux pas faire un rapt.
Macron, lui-même, il avait dit j'ai fait un hold-up. Bon, mais comme il restait dans les clous, 30 ans de néolibéralisme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a aggravé les choses, c'est tout. Mais il n'est pas sorti du cadre. Moi, oui, la planification écologique, ça y est, je les ai tous convaincus, vous avez vu. Tout le monde parle de planification écologique, j'ai gagné idéologiquement. Maintenant, comme dirait l'autre, il ne reste plus qu'à faire. Hein. Donc voilà, convaincre. S'adresser à la raison des gens. Et puis après, que voulez-vous, douce incertitude de l'histoire. Moi, j'aurais fait ça de tout mon cœur, je me sens prêt. J'ai eu le temps de me préparer, hein, compte tenu de l'âge que j'ai. Et du parcours que j'ai fait à peu près tous les niveaux d'élection. Voilà. J'ai rien d'autre à imaginer que ça. J'aimerais bien être présent au deuxième tour et encore plus au troisième. Hein. Merci beaucoup. Ce débat est terminé. Merci à vous, Jean-Luc Mélenchon, de vous être prêté à cet exercice en prise directe. Merci aussi, bien sûr, à nos 6 grands témoins pour leur implication. Nous les retrouverons dans les prochains jours dans nos débats hebdomadaires. Oui, mais vous n'avez pas fait venir de Comtois. Ah, personne n'est parfait. Et nous remercions le Centre de formation et de perfectionnement des journalistes qui nous a accueillis aujourd'hui pour cette rencontre. Demain, à la même heure, Jean-Luc Mélenchon, nous recevrons Valérie Pécresse. Nous vous donnons également rendez-vous dès demain dans nos versions papier pour l'analyse et les commentaires de la rédaction, mais aussi sur le portail présidentiel de tous nos sites internet. Merci. Et bien voilà, je dirais à Mme Pécresse que je suis content qu'elle soit rétablie parce qu'il n'y a pas pire catastrophe que de se choper le Covid au milieu d'une campagne. Vous passez en vidéo tout le temps, c'est un truc affreux. Non, c'est bien qu'elle soit repartie au combat, on a besoin d'elle. Ben, merci à vous pour votre patience, mes interminables réponses. Merci beaucoup. Vous avez vu, j'arrête pas de dire plus court, là, merci. Ma rue, c'est de ne pas les regarder. Comme ça, ils ne peuvent pas m'arrêter.